Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte et rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors pour ce 82e épisode, numéro un peu particulier, on vous a préparé avec amour ce numéro qui est un épisode historique dédié aux courses classiques, aux courses qui ont lieu justement depuis des années maintenant et qui ont un petit peu, faut bien le dire, le vent en poupe. Donc on va s'y intéresser et comme vous le savez dans l'Endurance Club, on va vous donner quelques chiffres, on va vous donner des infos, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance classique en l'occurrence, qui nous fait tous tant vibrer. Et pour l'occasion, vous le connaissez déjà si vous êtes un fidèle auditeur de l'Endurance Club, mais nous avons le plaisir non pas d'être à deux avec Geoffroy, mais bien d'être à trois, puisque nous recevons Julien Ergo, directeur de l'agence Classique Média. Bonjour Julien et merci de nous accompagner pour ce numéro très spécial. Bonjour Anthony, bonjour Geoffroy et bonjour à toutes et à tous. On est très content de t'avoir en tout cas, donc directeur de l'agence Classique Média. En fait, t'es spécialisé dans l'automobile historique, donc t'étais l'interlocuteur parfait pour qu'on puisse parler de ce sujet. Ah bah oui, je suis ravi d'en parler avec vous et je dirais que Geoffroy est avec moi. On est tous les deux quand même assez spécialisés dans ce domaine bien particulier. Bon, bah moi je m'y ajoute aussi parce que je suis un peu avec vous aussi des fois, donc voilà, ça tombe bien, on va pouvoir faire un numéro où on va justement revenir sur les épreuves classiques, les épreuves qui nous animent un petit peu. On va parler du Mans classique, on va parler de la saison globale de Peter Otto, avec notamment les 10 000 tours qui sont déroulés au Castellet et où vous étiez, messieurs. On va parler aussi peut-être du Grand Prix de France historique, de Goodwood et des 2 tours d'horloge, parce que ce week-end je serai au Castellet, moi aussi. Il n'y a pas que vous qui allez au Castellet pour les 2 tours d'horloge, donc voilà, on va tout simplement s'intéresser à l'historique. C'est un petit peu ce qu'on voulait, Geoffroy, dans l'Endurance Club, parler de ces épreuves qui finalement sont en pleine effervescence. Exactement, en fait c'est il y a il y a depuis quand même pas mal de temps des épreuves historiques. C'est un sujet dans l'endurance ou même dans l'ensemble des sports qui a toujours été central. Par exemple, tu vois, j'ai vu quelques images il y a pas très longtemps d'une course qui avait été organisée pour le cinquantenaire des 24 heures du Mans. Il y avait une course de support, enfin une course en ouverture avec des voitures historiques. Donc tu vois, déjà c'était 73, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Donc tu vois, déjà ils avaient la volonté d'honorer comme ça les racines, etc. Après que ça se structure, qu'il y ait des championnats, des organisateurs spécialisés et pas juste des épreuves comme ça effectivement c'est arrivé un petit peu après. Mais là aujourd'hui, je pense, alors, je sais pas si on va faire un parallèle avec le moderne en disant qu'on est dans un âge d'or de l'endurance historique, mais on peut. Franchement, les courses... Alors attention, il va falloir mettre des guillemets aussi quand on parle d'endurance. Il n'y a pas des courses de 24 heures, sauf une. Et on va en parler, le double tour d'horloge. Les 2 tours d'horloge. Mais voilà, en fait, on fait revivre ces voitures anciennes en compétition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2026, il va y avoir un calendrier absolument dingue, quoi. Alors Julien, moi je voulais rebondir justement là-dessus et après on s'intéresse aux disciplines et on pourra évidemment digresser parce que c'est ce que tous les auditeurs aiment dans l'Endurance Club. Quelle a été franchement pour toi la première épreuve que l'on peut appeler historique? Est-ce que c'est le Mans classique en 2002 ou est-ce qu'il y en a eu avant? Alors par rapport à ce que disait Geoffroy, c'est intéressant. On a depuis très longtemps en effet des courses historiques qui se disputent en ouverture de courses modernes dans le V de Rideau. La première course historique, en tout cas l'une des premières, celle qu'on date souvent comme première course historique en France, c'était en ouverture du Grand Prix de l'ACF en 1964 à Rouen-les-Essarts. Et à cette date-là, il y a eu une course qui s'était appelée la Coupe de l'Âge d'Or, qui est l'ancêtre du Grand Prix de l'Âge d'Or, qui est aujourd'hui un événement Peter Otto. Et cette course-là opposait des voitures d'avant-guerre en ouverture des courses de la course du Grand Prix de France, Grand Prix de la CEF 1964. Et ces voitures d'avant-guerre étaient déjà des voitures historiques à l'époque. Elles avaient déjà plus de 50 ans en 1964, donc on parlait déjà de voitures historiques. Et ensuite, pendant longtemps, ça a été ça, c'est ce que disait Geoffroy, là, pendant longtemps, les courses historiques, c'est quelque chose qui ne justifiait pas forcément un événement à part entière, mais plutôt une course qu'on organisait en levée de rideau, un peu pour montrer le patrimoine, l'histoire. Les 24 heures du Mans le faisaient un peu chaque année quand on était enfant. Et puis, c'était un peu plus de la démo. Exactement, c'était plus de la démo, en tout cas une course sans que ça rentre dans le cadre d'un réel championnat. Et puis on a eu les premiers événements entièrement dédiés à l'historique. On pourrait on pourrait parler du Tour Auto notamment, créé par Peter Otto en 1992. Donc là, on parle pas d'un événement sur circuit, mais plus d'un événement type rallye. Donc là, on a vraiment un événement qui était entièrement historique.
qui se basait quand même sur le Tour de France qui avait lieu justement et qui a été remporté à plusieurs reprises par Gérard Larousse, par Henri Pescarolo, mais qui était avec des voitures modernes à l'époque, évidemment. Voilà, exactement. Et là, on avait justement la renaissance d'un événement, mais en mode historique, et ça, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau en 1992. On avait donc ces fameuses coupes de l'âge d'or qui sont devenues aussi un événement à part entière qui était organisé à Montlhéry, et ça, c'était dès les années 80. Donc c'était un événement pareil qui marchait très très bien à l'époque, mais c'était pas un championnat, c'était un événement unique. Et on a eu ensuite le Festival of Speed de Goodwood créé en 1992 13, je crois, par là. 13, ouais. Et puis Le Mans Classique en 2002. Attends, mais c'est incroyable, Geoffroy, tu parlais des 2 tours d'horloge justement. Là, on est en train de voir avec Julien que 92, c'est un petit peu la charnière, parce que 92, donc Tour Auto sous la version classique, 93, Goodwood Festival of Speed, et les 2 tours d'horloge, en 92, Eric Van de Wever a eu l'idée folle finalement d'organiser une course d'endurance avec des véhicules historiques de compétition, et c'était, il me l'avait dit, contre l'avis général. C'est-à-dire que tout le monde lui disait, mais ça tiendra jamais. Ouais, mais par contre, alors ça effectivement, je pense que de toute façon c'est comme souvent quand tu lances un truc comme ça, tu as pas mal de gens qui vont te dire que t'es un peu un fou. Mais par contre, il y avait une vraie logique derrière, je pense, qui est que début des années 90, enfin cette décennie 90-2000, finalement, il y a beaucoup de voitures qui là sont tombées dans le cadre des véhicules de collection, véhicules historiques. C'est les voitures qui ont plus de 30 ans. En fait, l'effervescence des années 60, Jaguar, tout ce qu'il y a eu chez Ferrari, tout ce qu'il y a eu chez les Anglais, Jaguar, etc., toutes ces bagnoles-là, on les voyait comme des modernes dans les années 60. Dans les années 70, 80, bon, ouais, commence à être un petit peu daté, machin, oui, effectivement. Quand tu vois l'évolution qu'il y a eu aux 24 heures du Mans, des sports prototypes, on s'est vraiment éloigné de l'image des GT. Et du coup, au début des années 90, on avait vraiment ce côté, ça y est, en fait, maintenant, c'est des classiques, quoi. Et tu vois, pour l'anecdote, j'ai mis la main il n'y a pas très longtemps sur l'annuel du Tour Auto 92. Et dedans, donc tu as tout le détail, les classements, machin, et toutes les épreuves. Et je crois de mémoire, il y avait 3 250 GTO originales, quoi. Pas des copies. C'est juste pour te dire que c'est quasiment inimaginable aujourd'hui d'avoir 3 authentiques 250 GTO en compétition. Parce qu'on en a eu des copies qui roulaient. Ouais. Mais en fait, il y avait vraiment ce côté, ça fait du bien d'avoir ces événements qui arrivent, et Festival of Speed, c'est un peu ça aussi. Parce qu'en fait, ces voitures qui ont plus de 30 ans, elles sont en état de rouler. Tu vois, t'imagines, c'était il y a 30 ans, donc quand elles avaient que 30 ans, il y en avait beaucoup plus, je pense, qui étaient en bon état, qui n'étaient pas encore rongés par la corrosion, tu vois, il y avait une envie, je pense, de les faire rouler, mais par contre, pas encore dans le cadre d'un championnat complet, quoi. Ça, c'est arrivé un peu après, parce que quand tu commences à te lancer quand tu fais des épreuves, des one-off, c'est bien. Après, la notion de championnat, forcément, voilà, c'est un peu plus compliqué. Il y a des meetings où tu as un peu moins envie d'aller. Si tu as une voiture de collection, rouler, je sais pas moi, au Mans, faire, je dis n'importe quoi, mais Sebring, Daytona dans l'année, moi ça m'irait, tu vois. Après, la logique de se faire un championnat et d'aller sur des circuits qui sont un peu faire le Val de Vienne et l'Ednon, c'est moins facile. Ouais, voilà, il y a ce côté un peu combler, créer de la consistance à un championnat. Donc ça, c'est arrivé un petit peu après. Mais ça fait, c'est quoi les premières éditions? Enfin, Peter Otto qui a un championnat vraiment complet, je crois. C'est 2010. Ouais. Et on en Il y avait parlera déjà d'ailleurs, des parce que courses c'est avant, avec mais, les 10 000 tours, justement, qui ont lieu toujours sur le circuit Paul Ricard. Alors c'est intéressant ce que tu as dit, Geoffroy, et je voudrais faire intervenir Julien justement là-dessus. Les 2 tours d'horloge, c'était quand même une épreuve qui était dans la compétition, j'allais dire, mais qui n'a pas duré finalement si longtemps que ça. Après, V2V est passé plutôt au moderne, avant de revenir dans la décennie 2020, là en 2021-22, de relancer ces 2 tours d'horloge. Qu'est-ce qui explique que finalement, il y a eu une sacrée progression dans l'historique, et puis ça s'est un peu calmé pour peut-être se relancer avec le Mans Classique, notamment en 2002. Ouais, il y a énormément de choses dans ce qu'a dit Geoffroy. En tout cas, le grand tournant, je pense, de l'historique, c'est ce que vous venez de dire tous les deux, c'est un peu 2010, le moment où ces événements historiques ne sont plus des événements ponctuels, mais deviennent un vrai championnat avec un calendrier et la possibilité de s'inscrire sur plusieurs manches. Et à partir de ce moment-là, on a eu un début vraiment de professionnalisation de l'historique, avec des équipes qui préparaient leur voiture pas pour un événement une fois dans l'année, mais qui vraiment, ça devenait un boulot à plein temps de préparer des voitures pour plusieurs événements. Et ça a tout changé. Et ça a changé notamment ce que disait Geoffroy, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, Anthony, tu parlais d'un âge d'or actuellement des courses d'endurance, des courses historiques, mais d'une certaine manière, on pourrait aussi dire que cette époque des années 90 était aussi un âge d'or, parce que le monde de l'historique étant moins professionnel, quand les gens
venaient courir en historique, ils prenaient leur vraie voiture. On parlait des Ferrari 250 GTO. Aujourd'hui, c'est devenu un tel business que c'est un petit peu même tabou dans le monde de l'historique, mais les voitures de très haute valeur sont toutes des copies. Alors des copies très très bien faites. Non, puis elles sont authentifiées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut avoir la vraie pour que la copie puisse rouler, c'est un petit peu ça le Voilà, principe. on peut résumer à ça. En tout cas, elles sont tellement bien faites que c'est impossible même pour quelqu'un de connaisseur de faire la différence. En revanche, dans les années 90, toutes les voitures qui participaient à des courses historiques étaient des vraies parce qu'il n'y avait pas encore ce professionnalisme, cet écosystème avec tous ces sous-traitants qui permettaient de refabriquer une voiture à l'identique. Donc, quand on parle par exemple avec des gens comme Patrick Peter qui a connu toute l'évolution de l'historique, pour lui, il va vous dire que la meilleure période, c'était quand il organisait le Ferrari Maserati Shell Challenge, qui était un peu l'ancêtre de tout ce qu'a connu Peter Otto, où il y avait un plateau de 50 Ferrari et Maserati qui étaient toutes des vrais avec 5, 6, 7 GTO parfois dans la même course, et des châssis courts. Et tout ça n'était que des vraies voitures. Donc, Mais est-ce que cette montée en puissance, finalement, Julien, c'est quand même pas, comme je l'évoquais, le Mans classique? Parce que 2010, c'est une année charnière avec la création des 10 000 tours et donc un calendrier qui s'est structuré. Mais le Mans classique, quand même, alors tous les 2 ans au début, on n'a pas non plus alors le pris Mans tous les classique risques et tout de les suite. autres, en fait, c'était vraiment le moment où c'était le premier point de bascule de l'historique, où des gros événements historiques se sont mis à rassembler du monde. Il y a eu le Goodwood Revival qui a été créé. Geoffroy, aidez-moi en 98 ou 99, me semble-t-il. Oui, on a 98, attendu je un petit crois. peu. On a eu le Mans classique en 2000 et le Grand Prix de Monaco historique en 96 ou 97, je crois, quelque chose comme ça. Donc en fait, les 3 événements qui sont les plus gros aujourd'hui en Europe ont été créés à 3 ou 4 ans d'intervalle. Donc c'était vraiment un moment où quelque chose s'est passé, où il y a eu un gros intérêt soudain pour les courses historiques et non plus seulement pour aller voir ces voitures-là dans des musées. Et ce qui est marrant aussi, c'est que à l'origine, enfin je parle pour le Mans classique notamment, donc c'est 2002 je crois en première édition, il fallait définir un cadre, et donc ok, premier cadre logique, le Mans classique, on autorise des voitures qui ont participé aux 24 heures du Mans, ça paraît assez logique, on va pas faire un événement dédié à la Formule 1 sur le grand circuit du Mans. Attends, mais c'est quand même quelque chose d'important aussi, c'est que c'est la première fois qu'on ouvre le circuit du Mans pour une autre compétition que les 24 heures. C'est ça, exactement, et surtout après se pose la question de quelle voiture on autorise, parce que, ça c'est Julien qui va valider, mais je crois que la première édition, t'étais uniquement sur des voitures dont les châssis avaient réellement participé aux 24 heures du Mans. C'est-à-dire que t'as une Chevron B19, mais qui a aucun historique, qui a juste fait de la course de côte, c'était mort en fait en 2002. Tu pouvais pas faire le Mans classique. Il fallait que t'aies un châssis qui avait vraiment fait les 24 heures du Mans. Sauf que après, alors déjà 2002, c'était, je sais pas combien il y avait de voitures, mais c'était déjà exceptionnel pour l'époque, mais ça paraît très ridicule par rapport à aujourd'hui. Mais ils se sont vite rendus compte qu'il y a plein de bagnoles qui dorment dans des garages et qui sont en fait en tout point identiques à des voitures qui ont fait le Mans. C'est juste que, ah oui, en période, il y avait que 48 ou 50 ou 60 voitures au départ, donc de toute façon, elles n'ont pas pu toutes faire le Mans. Ça serait quand même dommage de s'en priver. Et puis même, on pourrait aussi, ça c'est arrivé encore après, genre 2016-18, avec, je pense à la Maserati MC12, ça serait quand même bête de se priver de voitures qui, dans l'histoire, n'ont pas fait le Mans, du tout, mais qui, en fait, sont un peu des accidents de l'histoire, tu vois. Des M3 GTR ou des Maserati MC12, on peut peut-être faire un plateau dans lequel ça serait cohérent de les voir sur le grand circuit, quoi. Donc tu vois, il y a vraiment une évolution de... Au début, c'était vraiment un truc de puriste, genre, faut avoir le châssis précis de Porsche 904 qui a fait le Mans. Du coup, au pire, c'était quasiment les mêmes, d'une année à l'autre, Porsche réengageait les mêmes châssis, donc au pire, t'en auras 4, maxi, tu pourras pas en avoir plus. Ou alors, on s'ouvre, et dans ces cas-là, ça a dopé le marché. En fait, c'est, à chaque fois, mais Julien, il va savoir ça mieux que moi, à chaque fois, il y a le côté, on ouvre le règlement, donc du coup, ça dope le marché, donc ça fait augmenter la valeur des voitures. Et puis après, t'as le revers, c'est les voitures valent tellement cher que surtout, je vais pas les engager en compétition. Enfin, c'est ça ce qu'on a vu chez Ferrari beaucoup. Chez Porsche, c'est un peu moins le cas, parce que la courbe de valorisation des Porsche, elle est un peu différente de chez Ferrari. Chez Porsche, les voitures, elles coûtent cher, après, ça se casse la gueule, elles valent plus rien, et après, elles remontent progressivement. Chez Ferrari, c'est tellement monté haut qu'en fait, à un moment, pourquoi je prendrais le risque de rouler avec la vraie, en fait, autant rouler avec une copie, quoi, souvent.
Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile justement de savoir quelles sont les différentes choses à avoir en tête quand on est un collectionneur justement. On sait qu'on a un trésor entre les mains, donc c'est pas forcément facile. Ah Alors ouais. Geoffroy parlait de plateaux. Julien, justement, on retrouve des plateaux, ça c'est toujours le principe, ça l'a été assez rapidement au Mans Classique justement. Quels sont-ils en fait ces plateaux? On a des voitures beaucoup plus anciennes et puis des voitures récentes. On peut parler quand même de course vraiment, ou est-ce que c'est plus une démonstration? Alors oui, en historique, tous ceux qui ont assisté à un événement de course historique se rendent rapidement compte qu'on parle de réelle compétition avec des bagarres, des prises de risques, même parfois dans des manœuvres de déplacement ou autres. Donc on assiste à des vraies courses. Et après, évidemment, comme l'a dit Geoffroy, l'idée c'est quand même d'être le plus fidèle possible à l'histoire. Donc on réunit les voitures par période et par discipline. Quand on parle du Mans Classique, bon, la discipline c'est l'endurance, mais quand on va sur un autre événement historique, on peut avoir dans un même événement des courses de monoplace, des courses de prototypes, des courses de GT, des courses de tourisme. Évidemment, on regroupe ces voitures-là par discipline et puis par période pour être le plus fidèle possible à ce qui se passait à l'époque, et puis avoir des niveaux de performance relativement proches entre les voitures. Donc quand on parle du Mans Classique, on balaye toute l'histoire des 24 heures du Mans de 1923 à 2010 à peu près, avec l'Endurance Racing Legends. Et tout ça est regroupé en 6 plateaux, plus le groupe C Maintenant, ça va Racing être 10 du maintenant, coup. l'Endurance Ouais. Racing Legends ensuite, et bientôt le GT3. Eh Ouais, oui, en parce fait, que là, c'est ça. cette année, on a eu, Geoffroy, tu vas me confirmer peut-être, mais on a les 6 plateaux réguliers donc du Mans Classique, et puis on a 3 plateaux support qui viennent s'ajouter et qui ont fait le bonheur aussi des spectateurs. Parce que, tu vois, Julien a parlé d'Endurance Racing Legend, on en parlera, le groupe C bien sûr, et puis il y avait le Porsche Classic Race Le Mans cette Ouais. année, quoi. Ouais, bon, alors après, ça, il y a des plateaux qui sont plus là, parce que c'est des constructeurs qui mettent, Oui, qui participent financièrement, en l'occurrence Porsche, il y a eu des plateaux Jaguar, Aston Martin, etc. Mais le truc, c'est que ça aussi, ça va évoluer, parce que historiquement, donc, tu as 6 plateaux dans le Mans Classique, qui sont donc découpés, comme vous l'avez dit, par période. Le oui. truc, c'est que le reste de la saison, Historic Racing, donc maintenant les Le Mans Classic Series, le reste de la saison, c'est pas le même découpage. Eh oui. Alors, il y a des recoupements quand même, mais en gros, tu as des plateaux qui sont plus par, comme disait Julien, par épopée, genre le 60s qui met en avant les voitures des années 60, le Gentleman qui est un plateau, pareil, à époque fin 50-60, mais avec des voitures peut-être qui ont une valeur un peu différente. On va moins chercher la compète, on est sur les voitures moins puissantes. Enfin, en fait, c'est compliqué parce que Bah oui, on, c'est on c'est a, les on a cette logique. catégorisations qui sont difficiles aussi. C'est à la fois en moderne difficile et c'est aussi en Ouais, classique. Alors bah, j'apprends ça. surtout dans l'historique, le truc c'est que quand tu vas faire une période, une fenêtre de temps, tu vois par exemple là, il y a un plateau, en fait là il y a des plateaux qui ont été créés pour la nouvelle saison, donc on a continué après les plateaux 6, donc on a fait 7, 8, 9, 10, qui sont plus ou Ah moins ce oui. qu'on vient de dire. Le 7 c'est le groupe C, 8 Endurance Racing Legends 1, le 9 c'est Endurance Racing Legends 2, et après c'est les Legends of Le Mans, donc on continue en fait les périodes temporelles. Le truc c'est que quand tu fais ça, tu vois je pense à l'ERL2 par exemple, c'est une fenêtre qui va de 2001 à 2010. Entre un proto ou une GT de 2001 et 2010, il y a des années-lumière, quoi. Alors, Oui. moins, tu me diras, qu'avec une voiture des années 60, mais quand même. Donc ça crée forcément des trucs où il y a des concurrents qui vont aller chercher l'avion de chasse de cette période, ou la voiture la moins chère pour pouvoir s'inscrire et rouler face à d'autres voitures mythiques. Enfin, c'est toujours compliqué de faire des fenêtres de temps, mais en tout cas, c'est ce qu'ils font pour le Mans Classique. Et je sais pas si ça va être calqué pareil maintenant dans le championnat régulier toute l'année. Enfin, en fait, tu vois, c'est compliqué parce que tu te Bah bats oui. contre certains concurrents toute la saison et au Mans Classique, t'es pas avec les mêmes. C'est un peu. Ouais, je comprends. Ouais. Mais Non, c'est normalement, c'est pas facile. en tout Alors, cas, il y moi, a les, aussi. les infos que j'ai eues, Ouais. juste pour dire, alors, bon, c'est pas un secret hein, qu'avec Julien, on a fait les commentaires cette année chez Peter Auto de toute la saison. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on est dans le secret des dieux et en échange avec notamment ceux qui gèrent le sport. Donc, j'ai pas les infos précises de ce que j'ai entendu, pas de l'intérieur, mais des rumeurs à droite à gauche. C'est que maintenant, il y aurait cette séparation. En fait, maintenant, on avait ERL1 et ERL2. Je pars sur un truc très pointu. ERL1, ERL2, c'était par type de voiture, genre. C'était, tu m'arrêtes Julien si je me gourre, mais genre les GT1 et les protos en ERL1 et les GT2 en ERL2. Et bah ça sauterait, et maintenant ça sera par période. Donc ERL1, ça sera prototype GT, mais de 94 à 2000, et ERL2, prototype GT, mais de 2001 à 2010. Donc en fait, on aura du multicatégorie dans chaque Oh là plateau. là. Ouais.
Mais bon, après, c'est Et attends, l'essence est-ce de qu'il y a une l'ambiance, VOP? quoi. Ce qui à moi semble logique quand même, puisque en période, oui. on avait des protos qui se mélangeaient avec des GT, donc c'est un petit peu dommage de les séparer quand on parle de course historique. L'idée, c'est Surtout quand que même c'est de même recréer très- le plus fidèlement possible ce qu'on a pu voir à l'époque. Et c'est ultra fidèle, parce que c'est à partir de 94, enfin 93 si on veut être précis, mais 94 qu'on a eu du multicatégorie, quoi, après la période groupe C. Donc, en vrai, le découpage, il est vraiment cohérent. Et je sais pas s'il sera maintenu sur toute la saison, ce découpage du Mans classique. Alors moi j'ai une question quand même messieurs parce qu'on s'intéresse aux voitures, évidemment c'est ça qui motive tous les passionnés de classique. Il y a quand même cette donnée de pilotage. Est-ce qu'on est dans une professionnalisation entre guillemets, bien sûr pour les pilotes aussi parce que une voiture, moi j'y ai pensé quand tu m'as parlé des autos qui étaient parfois plus agiles quand elles sont plus récentes. Bah en fait, sur le Grand Prix de France historique, je me remémore d'André Lauterer qui pilotait une monoplace des années Une skate. 70 Ouais. qui était exactement et qui était finalement plus rapide que des monoplaces qui normalement sur le papier auraient dû être premières. Est-ce que le fait d'inviter des pilotes comme ça qui ont l'expérience modifie un peu aussi les hiérarchies? Vas-y, Julien. Oui, complètement. En fait, comme vous dites, hein, Anthony, ça va vraiment avec. Il y a une professionnalisation d'ensemble et aussi du côté des pilotes, avec de plus en plus d'équipes ou de gentleman drivers qui font appel à des professionnels pour les accompagner. En fait, ça devient des coachs. En fait, des professionnels, des jeunes retraités professionnels deviennent souvent des coachs, donc accompagnent des gentleman drivers pour analyser les vidéos. Les trajectoires, etc., pour régler les voitures aussi, parce qu'on arrive sur des voitures évidemment qui sont de plus en plus pointues. Donc on a des pilotes professionnels qui rentrent dans l'historique de plus en plus. On a des gentleman drivers qui sont de plus en plus... certains ont un niveau de plus en plus proche de pilotes professionnels. Et tout ça, on ne sait pas encore, on est un peu à un moment de charnière encore, on ne sait pas encore très bien si c'est pour le meilleur ou pour le pire, parce que ça peut aussi avoir un effet de décourageant pour les pilotes qui sont des vrais amateurs et qui, eux, n'ont pas envie de faire des track days toute l'année, etc., qui ont envie juste, comme ils le faisaient avant, de venir un week-end s'amuser, tout en étant conscient. Et si on peut être sur le podium, c'est mieux. Et là, ils se retrouvent tellement loin des meilleurs que ça peut avoir un effet décourageant. Alors, tous les organisateurs essayent vraiment de contrer ça en mettant des pénalités aux pilotes professionnels. Ça, c'est valable que ce soit chez Peter Auto ou chez les autres. Un pilote catégorisé professionnel Platinum ou Gold, est forcément pénalisé et pénalise son équipage. Donc, il y a des pénalités qui vont de 30 secondes à 2 minutes, suivant la longueur des courses, etc. Mais il y a une volonté, en tout cas, de ne surtout pas donner envie à des équipes de faire des équipages 100% professionnels ou d'aller dans cette voie-là. Tout est fait pour un petit peu, en tout cas, leur dire, OK, vous pouvez faire venir un pro, ça va vous aider à progresser, à régler la voiture, mais en tout cas, ça ne vous permettra pas de gagner puisque vous serez pénalisé lors de l'arrêt au stand. On va dire que les véhicules d'avant-guerre ou les véhicules de 49 à 56 sont un peu protégés, entre guillemets, parce que les pilotes pros, voilà, exactement, ne sont pas vraiment visibles là-dedans. Par contre, quand on s'approche des années 60, 70, 80, on voit du Hjalmar Burman, on voit du Jan Magnussen, on voit évidemment Alex Brundle. Donc c'est vrai qu'il y a des plateaux comme ça qui finalement sont un petit peu moins sollicités, qui n'ont pas cet attrait-là. Mais c'était ma question sous-jacente finalement, parce que habituellement les courses classiques, alors oui on parle de courses, mais ce sont des gentlemen, comme à l'époque des Bentley Boys, quoi. Là, si on commence à faire venir des pilotes pros, ça peut être un problème. Mais après, il y a un double phénomène il y a certains pilotes qui, en fait, roulent maintenant en histo avec les voitures avec lesquelles ils roulaient en période. Tu vois, Ortelli, Collard. Il y en a beaucoup. Ouais, par exemple, je pense à ça. Mais il y en a énormément. Je pense aussi à Newton. Mike Newton, voilà, chez RML, exactement. Il y a aussi la Zytec, je sais plus qui est dessus, mais. Felipe Ortiz. Sur la Dôme. Sur la Dôme. Exactement. Il y a des pilotes qui et puis Pierre Bruno, tu vois, Marc Rostand, enfin en fait ils roulent avec la Pilbeam avec laquelle ils ont fini au 1000 Millias il y a 20 ans, donc en fait il y a ça. Donc du coup tu as des pilotes dont tu connais déjà le nom parce qu'ils ont déjà un palmarès, un historique, etc. Il y a aussi Philippe Gache qui fait des piges un peu partout dans des compétitions historiques, que ce soit et qui sera aux 2 tours d'horloge. Exactement, voilà. Donc tu as des noms connus. Après des pilotes pro au sens où eux ils n'ont pas couru en période dans ces voitures-là et ils ont envie de découvrir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté, déjà, quand tu as les moyens de le faire, pourquoi pas, en fait, pour se faire kiffer au volant d'autres voitures. Et en vrai, il y a aussi, je pense qu'ils sont invités. Ouais, c'est ça, c'est que souvent, c'est pas
ils sont là pour coacher un pilote ou Ouais, pour en coacher, fait, ils sont ouais. payés, hein, ils continuent Ouais. leur carrière professionnelle de cette façon-là. Ouais. Il y a ça, et puis il y a aussi le côté, en fait, je pense, c'est une autre atmosphère, quoi. Même si t'es là, effectivement, pour faire du boulot, pour coacher, pour transmettre de l'info, etc., je pense que quand tu participes à un Imola classique, ou quand tu vas à Spa classique, t'as une détente, quand même, une autre approche qu'une compétition moderne dans laquelle tu dois délivrer une performance, aller chercher un podium, machin. Les mecs sur le podium, ils sont quand même beaucoup plus détendus que dans les courses modernes, quoi. Et alors du coup, moi je vais rebondir là-dessus, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là sur les pilotes, parce que déjà j'aime bien les pilotes en général et je me dis que c'est quand même eux aussi qui génèrent de la passion. Il n'y a pas que les voitures, même si les voitures sont importantes dans l'historique, mais je vois au Grand Prix de France historique par exemple, pour avoir des audiences records, il faut aussi inviter des pilotes qui sont des ambassadeurs de leur sport. Est-ce que ça a aidé justement à la fois le Mans classique, les épreuves Peter Otto qui sont les plus connues comme Spa classique, ou le Grand Prix de France historique, d'avoir des pilotes que l'on a invités? Je pense à Daniel Kvyat, je pense à Marcel Fessler qui ont roulé en groupe C, évidemment, et qui sont des pilotes de référence aussi. Bien sûr, je vais parler de Felipe Massa qui a été starter de l'épreuve du Mans classique, Charles Leclerc qui était présent au Grand Prix de France historique. Est-ce que, messieurs, ça peut être aussi des générateurs de visiteurs finalement, ces invités-là, ces pilotes pros, même si on perd un peu l'essence de la course classique, j'allais dire, comme aux origines, quoi. Bah, Ouais. ouais, enfin, vas-y, Julien. Moi, en tout cas, moi, je voulais juste dire, tu vois, dans ta liste, il y a aussi l'année dernière à Estoril, il y avait Tom Christensen, par exemple, qui est venu, tu vois, Oui, avec Zach Brown. Enfin, et effectivement. qui à vient chaque fois- généralement au revival. Et Tu vois, les- moi Ouais, je bien me sûr. souviens d'épreuves entre Emmanuel Epiro, Tom Exactement. Christensen, Jean Alesi, et qui se mettent des coups de portière avec des voitures historiques. À Ça, chaque c'est fois. quand même. Je pense que le revival, pardon Geoffroy, je pense que le revival, c'est vraiment l'épreuve. Moi, Oui. je me suis régalé à la commenter. C'est peut-être l'épreuve qui est, j'allais dire, hein, la plus dans l'esprit moderne, entre guillemets. Ouais, là, c'est un tournant philosophique, Anthony. Vraiment philosophique, je dirais, qui est général, qui concerne pas que l'historique. Je pense que nous, à notre époque, on est déjà, bon, on n'est plus tout jeune, quand on s'intéressait à la course automobile dans les années 90 ou au début des années 2000, on allait aux 24 heures du Mans pour voir des voitures. Oui. On y allait vraiment parce qu'on était attiré par les voitures et par les formes de ces voitures, par les bruits de ces voitures. C'était valable pour la Formule 1, c'était valable pour les 24 heures du Mans. Aujourd'hui, les gens qui s'intéressent à la Formule 1 ou au sport automobile en général s'intéressent avant tout à l'humain qui est à l'intérieur. On le voit, c'est caractéristique de ce qu'on peut voir sur Netflix, hein, où c'est centré sur le caractère des pilotes, sur l'attachement qu'on peut avoir à ces pilotes-là. Et du coup, cette philosophie-là, qui est hyper prédominante sur les réseaux sociaux, envahit aussi l'historique. Aujourd'hui, les gens viennent en historique plus forcément pour voir des voitures, mais aussi pour voir les légendes qui peuvent aller dedans. Alors tant mieux, hein, parce qu'on parle pas que de jeunes légendes. C'est aussi super de voir que des gens comme Jackie X ou Henri Pescarolo sont capables de faire venir beaucoup de monde sur un événement. Maintenant, voilà, c'est un vrai changement de philosophie, en tout cas dans la motivation des gens à venir sur un événement historique. Et ça peut quand même être, pour moi, je dirais un petit peu dérangeant dans le cas du Grand Prix de France historique. Alors je trouve ça vraiment génial et exceptionnel, hein, l'engouement qu'il y a autour de cet événement-là. Oui, attends, plus de 100 000 personnes. Hein. Maintenant, ça me fait quand même poser la question de la motivation des gens qui sont venus. Je pense que sur ces 100 000, il y en avait une bonne moitié qui était là pour uniquement voir Charles Leclerc. Oui. Et du coup, ça me dérange un petit peu. J'aimerais avoir des stats précises justement là-dessus. Et ce qui me dérange, c'est qu'à côté de ça, Peter Otto va organiser les 10 000 tours sur le circuit Paul Ricard avec un plateau de voitures qui n'a rien à envier au Grand Prix de France historique. C'est le moins qu'on puisse dire. Un plateau vraiment exceptionnel. On avait 400 voitures, vraiment des voitures d'exception. Et 30 000 personnes. Et il n'y avait personne dans les tribunes. Et du coup, le décalage me dérange un petit peu quand même. Je me dis que c'est pas possible, quoi. Ouais, mais c'est marrant, comme tu dis, le changement, mais après, les organisateurs, évidemment, communiquent dès qu'ils ont un invité confiant, et même ils sont acteurs de ça, c'est-à-dire que eux, ils réfléchissent aussi dans leur stratégie à se dire quel wildcard, entre guillemets, on va accorder, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme passerelle,
quel pilote on pourrait amener, quelle connexion on peut faire entre un préparateur, un pilote, enfin voilà, ça fait partie de la stratégie clairement pour apporter la lumière. Oui, mais est-ce qu'on a envie chez Peter Otto d'emmener un pilote actuel finalement qui roule en Formule 1 comme on le fait au Grand Prix de France historique? Je sais pas, parce que, attends, quand même, je finis la parenthèse, mais les pilotes présents aux 10 000 tours, vous les avez vus, Emmanuel Collard, Yann Magnussen, Nicolas Minassian et Gérard Larousse, entre autres. C'est quand même pas rien. En tout cas, si Peter Otto veut avoir du monde sur ces circuits, alors je parle hors Le Mans classique, parce que celui-ci c'est tellement un gros événement que les gens viendront, mais sur les autres événements, si Peter Otto veut avoir des spectateurs, malheureusement c'est indispensable. En fait, ce qui fait venir aujourd'hui les gens, c'est clairement les guests, et enfin les pilotes connus, les invités connus. Et il faut qu'il soit vraiment très très connu, c'est-à-dire que aujourd'hui, Emmanuel Epiro va pas faire venir. Enfin, c'est malheureux pour lui. Il a 5 victoires, 24 heures du Mans, mais malheureusement, c'est pas lui qui va faire venir du monde sur les circuits. On voit bien la différence avec un Charles Leclerc, malheureusement. Oui, mais alors justement, messieurs, est-ce qu'on veut dans les épreuves historiques avoir beaucoup de public ou pas? C'est encore un choix philosophique à faire, ou plutôt un choix économique, c'est-à-dire quel est le modèle économique de l'événement? Est-ce qu'on a besoin de la billetterie dans le modèle économique de l'événement qu'on construit, ou est-ce qu'on part du principe où finalement si c'est à huis clos c'est pas grave, on va gagner de l'argent avec cet événement d'une autre façon, en vendant des frais d'inscription élevés, une prestation aux concurrents élevée. Huis clos, c'était exagéré. Des partenaires. C'est pas loin. Non, le huis clos peut être clairement envisagé, parce qu'en fait accueillir du monde ça coute de l'argent. Il faut avoir une billetterie, du gardiennage, des gens sur place pour guider les spectateurs et tout ça, et finalement des fois les coûts n'en valent pas la peine. Si tu vends 1000 billets d'entrée à 10 balles, honnêtement, les coûts engendrés par la mise en place de toute cette billetterie, de préparer des parkings, etc., en fait, on va perdre de l'argent en faisant venir des spectateurs sur les circuits. Ça, je comprends. Le huis clos peut être valable. Philosophiquement, Julien, ça me dérange pour le coup, parce que c'est quand même le fait de partager le classique, partager la passion entre fans. Donc ça serait plutôt, alors une entrée gratuite, pourquoi pas, comme pour les World Series by Renault à l'époque, mais c'est vrai que ça me paraît, enfin, je sais pas si c'est la bonne évolution, si on arrive à faire des épreuves des fois en huis clos. Je sais que ça existe, et je pense que les 2 tours d'horloge, on n'en est pas loin, pour éviter justement d'avoir toutes ces problématiques-là. C'est compliqué quand même de se dire qu'on est entre passionnés, tous les passionnés sont là, on aimerait partager, et finalement on peut pas, quoi. Après, de ce que moi j'en vois et de ce que j'en comprends, c'est pas la logique qui est privilégiée. La logique, enfin moi j'ai eu quelques échos dans ce sens-là, c'est que les constructeurs, mais c'est aussi pour ça qu'on est dans une bonne période et que l'arrivée de Classic Media notamment est opportune, c'est que on est dans une période quand même où vendre des voitures aujourd'hui c'est un peu compliqué. Enfin on voit bien, tous les constructeurs avec Porsche ont du mal, Porsche, mais il n'y a pas que, enfin je veux dire, c'est difficile quand même de raconter un discours de marque autour de voitures qui s'uniformisent en termes de design et de technologie. Donc il y a des passerelles à trouver aussi avec le passé. Moi je sais que j'avais discuté notamment du fait que pourquoi pas un jour on puisse voir un roulage entre une 9X8 et une 908, et puis je sais pas, ou tu sais, comme à l'ancienne il y avait sur certains grands prix de F1, genre à Silverstone, tu fais partir la avec Ferrari, de l'écart. Tu fais partir une Ferrari de série, et puis 3 minutes après tu fais partir Charles Leclerc, et ils finissent comme par hasard au même moment sur la ligne. En fait j'ai évoqué ce genre d'idée de faire un roulage commun entre des modèles de la gamme Peugeot et une 9X8 et une 908. On m'a dit ça fait partie de la réflexion. En fait, et quand tu fais ça, tu fais quoi? En fait, tu fais de l'activation, du marketing. Évidemment, Automoto va faire un reportage. Évidemment, tous les comment dire, les représentants Peugeot et les meilleurs clients de Peugeot, si tu fais ça au 10 000 tours, tous les meilleurs clients Peugeot VIP du sud-est de la France seront invités. Tu fais alors le problème, en fait, c'est que si tu fais rouler une hypercar avec une LMP1, faut faire partir la 908 derrière. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Faut débrancher l'hybride, faut prendre la. Enfin, moi, il n'y a pas d'hybride, c'est la 908. Mais tu vois, en fait, ça fait partie des pistes qui sont évoquées. Et puis évidemment l'extra sportif aussi, on l'a dit, faire des expos, les pilotes, puisque comme tu l'as dit aussi, parfois il y a des légendes, je sais pas moi, enfin ça fait partie aussi des pistes que j'adorerais qu'on pousse tous les trois, pourquoi pas, hein. Mais tu vois, je sais pas, d'organiser des conférences où tu fais raconter à d'anciens pilotes des histoires, des légendes, enfin ils sont là, ils sont souvent hyper dispo pour le faire. Une scène, 2 caméras, enfin c'est parti. Et ça, j'en rêve, parce que c'est ce que je fais avec la CO. Bien sûr. C'est ce que je fais avec la CO sur les soirées du film des 24 heures. Si tu veux, l'excuse pour se retrouver, c'est le film. Et avant ou après, on fait des tables rondes où on échange avec des pilotes, des ingés, etc. Donc ça, bien sûr, je pense que ça peut être intéressant. Et ça fait déplacer les gens. Et même moi, je pense que d'ici 2-3 ans, j'en sais rien, mais je vois bien aussi sur les différents meetings historiques
un côté commerce, broker, parce qu'en fait maintenant c'est un peu tabou. T'as Rétromobile dans lequel t'as tous les, on va citer, je sais pas, Girardeau, Fiskens, Ascot Collection, Agut, etc., qui exposent des voitures que tu peux acheter, que tu peux engager en compétition, mais il n'y a pas ça sur les meetings. C'est pas un salon de l'auto, tu vois. Et moi, je pense que dans, allez, 3, 4, 5 ans, peut-être, ça sera moins tabou, parce qu'il y a le côté argent. T'achètes pas, il y en a, mais t'achètes pas une Porsche historique comme ça sur un coup de tête. Il y en a qui le font, mais en général, c'est quand même un achat un peu plus construit, réfléchi. Et je pense que ça pourrait être, tu vois, un petit musée, enfin pas musée justement, achat-vente itinérant. Je vois bien ça. Et ça aussi, ça fait déplacer des foules parce que, enfin, Rétromobile, on l'a évoqué brièvement, mais vu qu'on fait un épisode histo, pour moi, Rétromobile, c'est juste dingue. On a une chance d'avoir ça en France. Enfin, tous les ans, c'est juste fou. T'as l'impression que maintenant, ça va durer plus d'une semaine parce que, enfin, il y a pas ou peu d'événements qui sont à ce niveau-là. Donc voilà, tu vois, les évolutions sont un peu comme ça. Il faut, sur un événement, il faut créer plein de trucs qui vont justifier le déplacement, quoi. Si tu veux faire venir du monde, si tu as envie de faire venir du monde. Bien sûr. Et d'ailleurs, je rebondis sur le côté constructeur, justement. Julien, est-ce qu'il n'y aurait pas des constructeurs qui, eux, n'ont finalement pas trop d'histoire dans les courses et qui voudraient s'acheter un peu, pas une conscience, mais une image, peut-être, parce que je pense à des constructeurs venus de contrées un peu lointaines qui, à Goodwood, par exemple, font des démonstrations de leurs produits, etc. Ça, c'est une nouvelle tendance qui arrive? Ouais, ça, c'est peut-être plus Geoffroy qui va pouvoir nous en parler, parce que je vous avoue, Anthony, on a eu la chance aussi avec Geoffroy de commenter pour la première fois en français cette année le Festival of Speed de Goodwood. Ah oui, ça c'était bien. Et du coup, moi j'étais un petit peu séché à ce moment-là, en voyant qu'on avait dans les parades énormément de voitures chinoises qui s'invitaient sur cet événement-là. Et le premier jour, on a commenté pendant 4 jours. Le premier jour, je vous avoue, Anthony, que je ne savais pas quoi dire à ce moment-là, parce que autant quand on a des constructeurs modernes qui défilent, on arrive toujours à raccrocher un petit peu la forme du modèle avec un clin d'œil à l'histoire. On se dit, voilà, là, le constructeur présente ce concept car-là, il fait référence à telle ou telle voiture avec ces formes-là. Et là, d'un coup, dans cette montée de Goodwood, on voyait parader des voitures chinoises qui pour le coup, n'avaient aucun rapport avec l'histoire de l'automobile. Et on peut se dire qu'en effet, il y a une tentative, en tout cas les événements historiques commencent à intéresser des constructeurs qui n'ont quelque part rien à y faire, qui essaient de s'acheter une légitimité, une crédibilité en participant à ces événements-là. On a pu voir à Rétromobile que MG, qui appartient maintenant à un constructeur chinois, célébrait son centenaire. Alors ça marchait encore parce que du coup, ces Chinois-là ont racheté un constructeur qui a une histoire, donc ils arrivaient un petit peu à rapprocher leurs voitures modernes électriques avec l'histoire de MG. Mais on a maintenant, sans complexe, des constructeurs chinois qui n'ont aucun rapport avec l'historique et qui viennent participer à ces événements-là pour justement se montrer à côté de constructeurs qui, eux, ont une très longue histoire, un long patrimoine. C'est ça, en fait, c'est le côté, si tu partages la piste avec des constructeurs ou des voitures mythiques, du coup, dans l'imaginaire collectif, t'en prends une petite part, en fait, quoi. Finalement, tu sais, si tu vois une hypercar chinoise que t'as jamais vue ailleurs, et là, tu vois, comme tu dis, je connais peut-être un peu plus que toi, Julien, mais en fait, je peux même pas te citer de modèles particuliers, de trucs, enfin, en fait, les fiches techniques, elles sont quasiment toutes les mêmes, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est plutôt aéro. Ils vont aller taper les 600, 700, 800, 1000 chevaux. L'autonomie, bon, on s'en fout. Mais c'est juste, c'est des supercars, voire même hypercars au sens vraiment. Enfin, c'est incroyable, ça arrache tout. Bon, voilà, mais moi, ça me parle pas. Mais effectivement, ils viennent là, ils ont un truc, quoi. Enfin, il y a une démo, c'est pas une voiture éclatée, quoi. À chaque fois, il y a une volonté de proposer une voiture. Alors, ils ont le reste de la gamme qui est un peu moins séduisant. Mais en tout cas, ils ont fait l'effort d'avoir des voitures qui sont impressionnantes, que tu le veuilles ou non. Tu te retournes dessus, et les plus malins, entre guillemets, vont même jusqu'à récupérer des blasons nobles. Tu as parlé de MG, il y a aussi des Tomaso, qui appartient à des Chinois, ils ont lancé la P72, je crois, en 2022, sponsor d'un plateau au Mans classique, grosse présence, il y avait genre 20 châssis qui étaient là, il y avait des rumeurs comme quoi des Tomaso allaient revenir en 24 heures du Mans, enfin, tu vois, on était dans un vrai délire, quoi. Et alors que, je pense pas, enfin, derrière, je pense que c'est juste des gens qui ont beaucoup de moyens, qui ont envie de faire des voitures jolies. Mais la filiation avec les Pantera ou avec l'histoire de De Tomaso, elle tient à un fil, quoi. Enfin, elle tient juste à un nom. Au moins, il y a un lien. Ouais, mais par contre, peut-être qu'on va avoir dans les années à venir des constructeurs, enfin des propriétaires, on va dire, parce que c'est pas... Ouais, c'est plutôt, faut voir le côté... Il y a le constructeur, la marque, le blason, il y a les gens qui en sont propriétaires, c'est un actif pour eux. Et peut-être qu'il y en a qui vont avoir cette stratégie de se dire, ok, on a quand même un nom
où apparemment il y a des trucs cool dans la gamme dans les années 50, 60, 70. Peut-être faisons un truc dans ce sens-là, quoi. Développons la gamme électrique, puisque c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais peut-être développons aussi un autre truc qui va plus parler aux passionnés et qui va du coup légitimer la gamme produit, tu vois. Et ça, t'as besoin des événements historiques pour le faire, en fait. T'as besoin des événements historiques pour les montrer, les voitures, pour t'inscrire dans la continuité, etc., quoi. Ce qui prouve quand même, messieurs, que l'historique, justement, eh bien, est dans une phase où on est sur de la vraie popularité. Et c'est ce qui peut expliquer aussi, et je vais rebasculer sur le Mans classique, qu'on veuille en faire des événements, non plus tous les 2 ans, mais des événements annuels. Qu'est-ce que vous en pensez, ça aussi, que le Mans classique, justement, ait eu tellement d'engouement, avec notamment un record d'affluence, 238 000 personnes en 2025 pour le Mans classique, eh ben, on en retrouvera chaque année. Ça, c'est une bonne évolution, qu'on prend avec précaution. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, ce qui explique cette évolution, c'est tout simplement aussi le temps qui passe, Anthony. C'est-à-dire que en 2000, quand a été créé, 2002, quand a été créé le Mans classique, on l'a dit tout à l'heure, les plateaux 1 à 6, et puis le temps passe. Les groupes C en 2010 avaient déjà 20 ans ou 30 ans, donc c'était légitime pour entrer en course historique et pour venir au Mans classique, donc on a intégré les groupes C. Et puis le temps passe encore, les GT1 des années 90, c'est pareil, en 2015 elles avaient 20 ans, on se dit tiens, on va les intégrer en course historique. Et puis aujourd'hui ce sont les GT3, donc on arrive à une saturation des timetables, des programmes. En fait on n'a plus de place pour faire rouler tout le monde en historique sur un seul week-end, sur une seule journée. C'est valable au Mans classique, mais c'est valable aussi sur tous les autres événements. Donc jusqu'à maintenant, Peter Otto et la CO s'en sortaient, on l'a dit tout à l'heure, en gardant les plateaux 1 à 6 et en faisant rouler les groupes C et les ERL en plateau support, donc ils n'avaient eux qu'une seule course qui était courue le samedi matin. On s'en sortait comme ça, mais là ça ne tient plus. On va bientôt intégrer les GT3 dans ces événements historiques. Les gens qui ont des groupes C ou des ERL, ils aimeraient bien rouler plus qu'une seule course dans le week-end, donc ils aimeraient bien être un plateau à part entière, rouler aussi la nuit, etc. Donc, oui, le schéma du début ne tient plus. On a beau resserrer le temps comme on peut. Le Mans classique a débuté, l'événement se disputait uniquement le samedi et le dimanche. Et puis, on a commencé à faire rouler les voitures le vendredi après-midi, puis le vendredi matin. Maintenant, on fait les vérifs le jeudi. Enfin, voilà, on a essayé d'étendre le temps au maximum, mais là, on arrive à une limite. Et maintenant, pour continuer de grandir, le Mans classique doit se diviser en 2 événements. Mais alors, attends. Ça veut dire que ces 2 événements, mais qui n'auront rien à voir. Ça sera quand même toujours entre guillemets, tous les 2 ans, si on veut aller par là. Parce que 2026, c'est voitures plus modernes, c'est ça, si je me trompe pas, et 2027, ça sera des voitures plus anciennes. Ouais, exactement. C'est le choix qui a été fait par Peter Otto, par la CO. Pour le Mans classique, c'est de diviser en deux Mans classiques, un qui s'adressera aux voitures antérieures aux années 80 et un autre qui s'adressera à tout ce qui est venu après. Donc attends, l'an prochain, on a le Mans classique Legend. Donc là, c'est des voitures qui vont de 76 à en gros 2015, c'est ça? Voilà, exactement. Donc la version moderne du Mans classique, et puis en 2027, on aura la version plus ancienne. Donc avec probablement, comme vous le disiez Anthony, des concurrents différents, puisque en fait pour un concurrent propriétaire d'une Jaguar T-Pub, il y aura toujours un Mans classique tous les 2 ans. Pour lui, ça ne changera pas. En revanche, pour le public, il y aura il y aura 2 offres bien différentes, et on peut se dire qu'un spectateur intéressé par le Mans classique Legends ne sera pas forcément intéressé par l'autre version du Mans classique et vice-versa. Donc, à voir vraiment. Et ça, ce que ça va c'est un risque ou pas? Est-ce que ça peut être un risque d'avoir peut-être une édition qui soit plus plébiscitée que l'autre? Parce que quand on a des groupes C, des proto-LMP, des GT modernes, j'ai l'impression quand même que maintenant, c'est plus populaire que des voitures des années 20. En tout cas, il n'y a pas besoin de faire un sondage Ipsos pour se rendre compte qu'au Mans classique, les gens qui sont dans les paddocks sont quand même extrêmement attirés pour la plupart par les voitures les plus modernes, les groupes C, les Endurance Racing Legends. On voit bien que ces voitures-là attirent énormément le public.
le public qui a aujourd'hui 50 ans, c'est des gens, 50 ans ou 60 ans, c'est des gens qui étaient jeunes quand les groupes C roulaient. Oui. Le public qui aujourd'hui a 30 ans était jeune quand les LMP1 roulaient. Donc voilà, c'est aujourd'hui pour trouver des gens qui ont connu de leur vivant des Ford GT40 ou des Jaguar Type-E, c'est des gens qui aujourd'hui ont 70 ans ou plus. Donc malheureusement, c'est comme ça, on en a de moins en moins. Donc, Et alors, est-ce qu'il n'y a pas le risque justement qu'on se désintéresse des plateaux anciens? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'ils sont suivis? Je parle du Mans classique, mais sur d'autres événements aussi, mais les plateaux 1 et 2, là, avec des voitures d'avant-guerre ou juste d'après-guerre? Le risque est réel, hein, vous l'avez dit tous les deux. Jusqu'à maintenant, on avait quand même donc les modernes qui tiraient tout le monde vers le haut, hein, puisque les gens venaient au Mans classique pour voir une Toyota GT1, et puis finalement, dans le week-end, ils croisaient une Shelby Cobra, et puis en entendant le son sortir des échappements, ils s'intéressaient à cette voiture, et puis ça pouvait être le début d'une passion même. On a des gens on en a vu beaucoup. Geoffroy, cette année, on est venu sur nos événements Peter Auto, on est venu avec des stagiaires à plusieurs reprises, donc des jeunes de 20 ans, 25 ans maximum, qui, en arrivant sur le plateau, étaient très pressés de voir les GT3. Et puis finalement, en repartant le dimanche soir, ils gardaient plus dans la tête les Shelby Cobra qu'ils avaient vus, parce que le bruit est juste incroyable, même au ralenti. Donc, on pouvait faire naître des vocations grâce à ça. Aujourd'hui, en séparant les deux événements, on va un petit peu plus cloisonner les gens dans ce qu'ils aiment déjà. Donc oui, Ouais. le risque est réel, et on peut s'en inquiéter un petit peu. Et après, de façon un peu plus générale par rapport à ce que vous disiez, Anthony, il y a de toute façon un léger désintérêt. Le mot serait un peu gros, mais en tout cas, on voit que la valeur des voitures se déplace, hein. Aujourd'hui, on voit que les voitures, les Youngtimers, leur prix continue d'augmenter de plus en plus. Et à l'inverse, on a des voitures qui commencent à décoter, hein, les voitures des années 50-60. Une Jaguar Type-E, ça valait, en très très bon état, ça valait 200 000 euros il y a quelques années, ça en vaut 120 000 aujourd'hui. Une Maserati Ghibli, ça valait 300 000 euros, ça en vaut 150 aujourd'hui. On a des voitures comme ça des années 60 qui sont dont la cote est vraiment en train de baisser. Alors, tant mieux pour nous, hein, bientôt on pourra se payer une Jaguar Type-E. Hein, mais La Jaguar Type-E, Endurance Club, révélateur. pas mal. Mais ouais, en fait, On prend ça, Geoffroy. Bah non, mais carrément, mais c'est marrant parce que Julien il m'a dit ça l'autre jour. Il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Enfin, on pourra bientôt se payer une Type-E. Mais en fait, les gens, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, une des grosses différences par rapport à la compétition moderne, c'est que là, les propriétaires cherchent aussi souvent. Alors, il y en a qui vont chercher l'efficacité, qui vont vouloir absolument la voiture qui, sur tel plateau, va être la meilleure, ok. Mais souvent, quand même, dans la majorité des cas, le pilote propriétaire roule dans une voiture avec laquelle il a un lien émotionnel, etc. Donc, quitte à ce que cette version de, je sais pas moi, j'en sais rien, telle version de la Maserati n'ait rien fait en période et clairement puisse pas se battre aux avant-postes, bah, je m'en fous, c'est la voiture sur laquelle j'ai toujours rêvé quand j'étais gosse, ou je sais pas, j'avais un oncle qui en avait une et j'ai toujours rêvé, enfin tu vois. Donc en fait, ça, il y a cet élément personnel, individuel, qui joue beaucoup sur la valeur des voitures. Il y a des voitures où tu te dis, mais personne va acheter ça. Mais en fait, si, il y a plein de gens qui vont se battre parce que ils ont un lien personnel. Donc ça joue sur la valeur. Mais effectivement, globalement, bah, on est moins nombreux. Enfin, moi, j'en suis pas parti, mais il y a moins en moins de gens qui ont vu, étant gamin, comme tu disais, une GT40, une Jaguar Type-E. Bien sûr. Donc forcément, un rétromobile ou n'importe où, ou sur les sites de petites annonces, bah, ouais, c'est moins une voiture que tu vas aller acheter. Pourtant, ça reste de très bonnes voitures qui sont donc éligibles à des compétitions. Enfin, il y a plein de trucs à faire, mais le désintérêt est un peu marqué là-dessus. Puis le savoir-faire. Moi, aussi, je vais aller plus loin que ça. Le savoir-faire aussi pour les engager. Parce que là, on parle des voitures des années 50, 60, il y a encore un lien, mais je parle même des voitures des années 20, 30. Est-ce que des Delahaye ou des Alfa Romeo 8C ont toujours finalement un intérêt Alors moi, je les trouve très bien, ces voitures, mais j'ai du mal à me dire que ce sont des voitures de compétition quand on voit voilà, qu'il n'y a pas d'aéro, qu'il y a vraiment finalement peu de technologie, ce qui est normal en même temps. Ah bah, il n'y a pas d'ABS. Mais de toute façon, en fait, si un jour les 24 heures du Mans fêtent leurs 200 ans, leurs 300 ans, leurs 400 ans, le Mans, on sera là, classique, mesdames et messieurs. Je ne sais pas comment il s'appellera, mais le Mans classique pourra pas honorer 400 ans, quoi. Enfin, il y a un moment, de toute façon, il faudra faire des choix. Là, je pense qu'on est encore dans cette période où on n'a pas envie de couper la branche, quoi. Mais oui, il faudra sans doute y arriver un moment. Pourtant, Ouais, c'est...
Après, les C'est voitures dur. auront quand même. Je suis pas assez connaisseur du coup de la conservation du patrimoine, etc. Tu vois, est-ce que on a un certain nombre de voitures des années 20, 30 qui évoluent peu? Enfin, comment dire? On en perd peu, qui sont abandonnés dans une grange et qu'on reverra jamais. Est-ce que le parc reste le même d'une année à l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, il tombe un peu en désuétude et on en a de moins en moins? Je sais pas comment ça se passe, parce qu'il y a des périodes sur lesquelles c'est le contraire, tu vois, les voitures des années 80, les groupes C, On en pendant retrouve. longtemps on n'en voyait pas. Là c'est marrant, ouais, bah il y en a même qu'en fabrique, mais bon, ça on va pas citer de nom. Mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a une vision quand même assez claire aujourd'hui de ce qui existe. Il y a peu de sorties de grange en groupe C, quoi. Mm. Mais par contre, il y a aussi le fait qu'il y a peu de voitures qui sont remisées dans un garage et qu'on oublie pendant 20 ans, dans cette période-là. Peut-être que dans les périodes plus anciennes, bah tu vois, si une Jaguar Type E, c'est quand même l'exemple un peu ultime, mais c'est une autre voiture qui a moins d'intérêt, euh, on peut plus l'engager, ou voilà, ça fait plus trop rêver, bah le risque c'est aussi qu'on les abandonne, quoi. Est-ce que la solution, Julien, ce serait pas de les avoir en baptême, en parade, j'allais dire, ces autos-là, et ne plus les avoir vraiment en compétition? Alors j'imagine que les propriétaires seront déçus, mais est-ce que ça pourrait pas être ça, justement, de privilégier des plateaux un petit peu plus récents, mais de garder quand même l'ADN de ces courses historiques en faisant parader ces autos? Ouais, il y a une vraie question là-dessus, Anthony. Euh, alors pour le coup, moi je suis un vrai. Alors je suis devenu, mais justement par un peu la magie de ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que je me suis intéressé à l'historique pour voir des GT40 ou des choses comme ça. Et puis finalement, j'ai découvert un peu les avant-guerres qui ne m'intéressaient pas du tout quand j'étais enfant et qui de plus en plus m'intéresse et me passionne aujourd'hui. Et en Ah, fait, ce transfert s'est fait. Si j'étais pas venu voir une GT40, je me serais jamais intéressé aux avant-guerres. Donc, d'où ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Et pour répondre à votre question, Anthony, je trouve que le Mans classique ou les courses historiques en général ne font pas vraiment honneur aux avant-gardes dans le sens où les circuits ont beaucoup trop changé Ouais, ouais. entre-temps pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'était le pilotage de ces voitures-là à l'époque. Quand on voit aujourd'hui passer une Ford GT40 sur le circuit des 24 heures du Mans, le circuit a certes beaucoup changé. La ligne droite des Hunaudières a été coupée entre-temps. Voilà, on a la nouvelle portion, le S Dunlop, enfin, tout a changé. Mais on arrive quand même bien à se projeter, à voir ce que pouvait donner cette voiture-là sur le circuit de l'époque. Quand on voit passer une avant-guerre sur le circuit actuel des 24 heures ouais. du Mans, on ne se projette pas du tout. À l'époque, le circuit était certes asphalté, mais c'était plus de la boue et de la pierre que de l'asphalte. Ça allait Le jusqu'à circuit était Pontlieu. très Ouais. étroit. Voilà, il était bordé d'arbres et de bottes de paille sur une piste, oui, très étroite. C'est vrai, Donc, c'est vrai. on se projette pas du tout. Quand on les voit, on a l'impression qu'elles se traînent sur le grand circuit, et c'est un peu la réalité. Elles sont, honnêtement, le circuit est beaucoup trop large, beaucoup trop grand pour elles. Et je trouve que l'effet est bien meilleur quand on les voit, par exemple, au Festival of Speed de Goodwood, quand on Oui, les voit monter cette côte-là sur une piste très étroite, bordée de bottes de paille. Là, on se dit, ah ouais, une Bugatti Type 35, ça marche quand même. Et donc, je me dis qu'il faudrait peut-être réinventer les événements avec d'autres circuits pour vraiment comme apprécier le ces Grand Prix des voitures-là. Remparts, en fait, à Angoulême. Ouais, Un peu. par exemple, je pense que c'est. J'ai jamais été, donc je suis un peu mal placé pour en parler, mais en effet, j'ai l'impression que le Grand Prix des Remparts est super adapté pour les voitures d'avant-guerre, par exemple, quoi, parce que on les voit dans leur jus, on les voit sur un circuit sur lequel elles ont vraiment roulé et qui les met vraiment, qui met en évidence leur performance, parce qu'elles sont vraiment performantes. C'est juste que euh, c'est comme si on met une WRC sur le circuit des 24 heures du Mans, on aura l'impression qu'elle se traîne, tout simplement parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Je Une comprends. avant-guerre, c'est un peu pareil, quoi. En vrai, Ah, c'est en vrai, il y intéressant. aurait un boulevard pour des organisateurs, mais faut mettre un billet au départ, je pense, qui est énorme. Oui, Mais en France, tu pourrais, comme tu dis, un peu un événement où tu refais vivre, je sais pas, le Grand Prix de Nantes, le Grand Prix de Bordeaux, le Grand Prix de Marseille. Enfin, en fait, toutes les grandes villes ont eu leur Grand Prix, hein, dans les années 20, dans les années 30. Tu fais un événement concours d'élégance slash course, Ouais. démonstration, montée, parade, tu vois. Et ça marcherait. Et événement très ah, mondain. est-ce que t'attirerais des gens? Ah, je Ah, je pense. suis pas Je sûr, pense moi. parce que Ah justement, ouais? bah oui, en fait, c'est le. Putain, là, je pars dans un délire, mais c'est en fait pour Un moi. Grand Prix de Nantes by Endurance Mais Club, non, mais moi en je vous fait, le pour dis. moi, ça serait l'opposé idéal à la Formula I, tu vois. Parce nous, notre génération, on est un peu critique, ou en tout cas pas trop fan de ces courses de monoplace ultra modernes, électriques dans les centres-villes qui ont. Bon, voilà, ça correspond pas vraiment à la période, moi je trouve, mais bon, pourquoi pas, ça existe. Mais là, tu vois, on ferait revenir des voitures, certes très polluantes, certes très anciennes, d'accord, mettons ça de côté. En fait, tu fais vivre un patrimoine
Par contre, voilà, ça reste un one-off. C'est le Grand Prix de Nantes, c'est, je sais pas, moi, c'est au mois de mai. Ça dure samedi, dimanche. Il y a très peu de tours, mais en fait, il n'y a pas vraiment de course, c'est juste des parades. Mais voilà, on fait vivre ce patrimoine et on fait un événement autour assez énorme, tu vois, populaire. Là-dessus, je vous rejoins complètement, Geoffroy. Pour moi, il y a un créneau encore qui commence à exister, mais qui est vraiment à prendre, d'organiser des événements qui sortent un petit peu du schéma course historique, où en fait on s'affranchit des plateaux. Du coup, quand on fait de la parade comme au Festival Speed de Goodwood, si on n'a que 4 F1, au final, c'est pas grave. En fait, on prend un petit peu, on prend un peu ce qu'on a et voilà, on prend un petit peu toute voiture d'intérêt est la bienvenue. Et du coup, donc ça fait venir les gens parce qu'on peut en avoir pour tous les goûts sans pour autant constituer des plateaux complets de voitures. Donc il y a un vrai truc à faire. Et puis voilà, à s'inviter dans les centres-villes ou dans des endroits un petit peu différents. On peut aussi, je pense, réussir à faire venir des gens qui se rendent à l'événement pour une ambiance. C'est ce qu'on peut voir à Chantilly, par exemple, si on reste chez Peter Otto. Mais il y a aussi d'autres événements un petit peu. En France, on a le Rallye du Pilat là, qui organise un très bel événement dans le Saint-Émilion. On a le Mornay Festival. On a comme ça des événements qui commencent à émerger un petit peu, qui sortent du schéma classique des courses historiques et qui se calquent un petit peu plus sur le modèle du Festival au Speed de Goodwood. Et là-dessus, je pense qu'il y a en effet un vrai créneau parce que pour le coup, on peut très bien passer sans transition d'une supercar à une Bugatti Type 35 d'avant-guerre sans que ça pose aucun problème de légitimité puisqu'on part du principe où toute voiture digne d'intérêt est la bienvenue. Et c'est pas mal, et en plus rien ne nous empêche de rouler avec du carburant qui ne soit pas d'énergie fossile, donc ça peut aussi rentrer dans ce cadre-là. Moi je voulais justement rebondir sur le fait que l'exploitation de ces autos est plus facile en fait. Des voitures des années 20 ou 30, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de technologie. Je dis pas que c'est simple non plus, parce que je suis pas un mécanicien dans l'âme, mais quand même, les faire rouler, ça demande un petit peu moins de moyens que ces véhicules historiques qui finalement deviennent de plus en plus modernes et compliqués à gérer. Ça, c'est une évolution qu'on voit avec des équipes pro dans le moderne qui viennent aussi en historique. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Ah bah là, très clairement. Geoffroy, je vous laisse la parole dans une seconde, mais très clairement. En fait, tout simplement, même jusqu'à aujourd'hui, les avant-guerres, quand on regarde au Mans Classique ou ailleurs, elles restent entretenues par leurs pilotes. En fait, la plupart du temps, il n'y a même pas d'équipe de préparateurs autour. Souvent, c'est des voitures qui se transmettent en famille, qui changent assez peu de mains. Et souvent, c'est le pilote qui entretient sa voiture, sa Bugatti 35 dans son garage. C'est sa passion. Il le fait lui-même. Et en effet, avec un peu de connaissances en mécanique, on arrive à entretenir ce type de voiture. Une GT3, une Groupe C ou autre, ça ne peut rouler sans une équipe complète et des ingénieurs pistes et des procédures pour faire chauffer la voiture. Enfin, c'est une complexité. Oui. Est-ce que c'est ça qui peut pas être le risque et la limitation finalement pour ces épreuves historiques qui prennent de plus en plus d'ampleur, les calendriers sont de plus en plus fournis, il y a de plus en plus d'organisateurs, mais ça demande aussi plus de moyens. Clairement, le risque est vraiment là, c'est que ça demande des moyens énormes. Jusqu'à maintenant, on est dans cette course à la croissance hein, où on a de plus en plus de voitures, on a de plus en plus de propriétaires qui sont attirés par ces voitures-là. Mais on commence à avoir en 2025 un petit chemin inverse où même des gens qui sont très 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 riches commencent à se dire mais cette passion elle me coûte quand même très très cher quoi. Donc oui attention attention quand même. Elle me coûte cher sans avoir de l'adrénaline de la course comme la course moderne. Enfin, c'est ce que je veux dire en fait. Les retombées ne sont pas là. C'est juste vraiment du plaisir pur. Alors que si on est dans des courses modernes, il y a quand même quelque chose à gagner. Il y a le prestige de se dire j'ai remporté la catégorie LMP2 Pro-Am aux 24 heures du Mans, etc. Tu vois. Après, ouais, en fait, c'est juste que les gens, comme tu le dis, Julien, les gens qui sont riches, on parle de millionnaires, on parle de multimillionnaires. Il y a même des milliardaires pour avoir le cadre global. C'est pas pour autant qu'en fait tu regardes pas la dépense quoi. En fait tu peux avoir la dépense facile pour les trucs de passion, mais à un moment il y a certaines dépenses où tu commences à comprendre que c'est pas trop normal. Enfin, tu te fais pas avoir quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que quand t'as pas trop les moyens, tu fais attention à ce que tu dépenses. Quand t'as beaucoup d'argent, t'as aussi une très bonne notion de ce que valent les choses. Oui. Donc en fait il y a aussi une envolée des coûts malheureusement hein, comme partout. Il y a plein de solutions qui sont trouvées dans l'historique. Là, nous, on parle notamment des séries qu'on connaît avec Peter Otto, mais ça va être... Moi, je vous parle d'HVM Racing aussi, voilà. avec Grand Prix de France historique, avec l'Historic Tour, et puis les 2 tours d'horloge aussi, où je serai ce week-end.
tu vois, des solutions qui sont trouvées, c'est manufacturier unique de pneumatiques, c'est pas de ravitaillement en carburant pendant les courses, par exemple, ou alors que dans certains, ça va être... Enfin, il y a quand même une espèce de volonté de figer quand même les règlements. Là, tu vois, un autre sujet, je sais pas si on peut partir là-dessus, parce ça va durer 2 heures, mais la nouvelle série des Top GT3, digression. ouais, la nouvelle série dédiée au GT3, un des points centraux, ça va être de faire une BOP. Mais oui, parce que Aïe. c'est des voitures historiques. Bah oui, mais non, mais tu te tiens la tête, mais t'imagines même pas. Parce que là, ça va être une série dédiée au GT3. Il y aura de mémoire 2 catégories, en gros, enfin 2, selon que c'est plutôt première génération, deuxième, enfin bref. Ils vont quand même découper Donc ça, par c'est année. GT3 Revival Series ouais. pour l'année prochaine. Et du coup, il va falloir faire une BOP, puisque tu vas avoir de l'Audi R8 LMS, un Z4 GT3, une Nissan Skyline, une Nissan GTR, pardon. Comment tu fais? Tu prends la BO, parce que par exemple les Z4 GT3, tu vas en avoir de 5 ou 6 millésimes différents, tu vois. Donc tu te doutes bien qu'entre la première version et la dernière version sortie de chez BM, c'est pas la même limonade. À mon avis, il y a eu des évos assez costauds en termes d'aéro, de fonctionnement moteur, de bruit, Bien etc. sûr. Donc il faut déjà équilibrer les voitures entre constructeurs, et après il faut essayer de les équilibrer entre différentes itérations d'un constructeur. Voilà, bon courage. Et ça, Ouais, bon courage. Et puis ça dépend du pilote aussi. Tu vois, on l'a parlé ouais. la semaine dernière et certains, justement, dans les commentaires YouTube l'avaient dit. Voilà, il y avait un Christophe Bouchu ou des pilotes qui étaient justement chez SRO présents pour rouler dans toutes les voitures et s'assurer qu'il y avait une équité. Non, mais Là, là, ça va qu'est-ce être- que tu veux faire entre une voiture des années début des années 2000, l'autre fin des années 2010, entre deux pilotes qui ont rien à voir. Enfin, Et surtout, je te ça va dis, être une sacrée limonade. surtout au sein d'une même itération, quoi. Parce que tu vois, les Audi R8, Bien par sûr. exemple, il y en a eu pendant je sais pas combien d'années. Mais je pense que c'est le jour et la nuit entre la première et puis la Evo et la Evo 2. Donc les organisateurs là-dessus, ils communiquent peu. Ouais, chez Peter Auto, c'est assez simple. Ils ont dit que c'était SRO qui se chargeait de la BOP. Bon bah du coup, vu que c'est eux qui l'ont un peu créé, enfin qui sont à l'origine du concept, on va voir. Mais comment elle va être, quoi? Est-ce qu'elle est figée? Est-ce qu'elle est évolutive? Mais comment? Est-ce qu'il y aura des changements selon les Oh là circuits? là. Ah, c'est un merdier. Hein. Parce qu'il y en a certains des organisateurs qui prennent le choix de mettre dans différentes catégories. Au Grand Prix de France historique, c'est ça. On a les voitures pré-80, les voitures post-80, les voitures pré-90. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de BOP. En fait, toutes les voitures roulent et chacune est dans sa catégorie. Est-ce que ça aurait pas pu être une des Bah, solutions là, t'es obligé choisies pour le d'avoir. GT3 Revival? Ouais, mais là, t'es obligé d'avoir une BOP parce que, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'on va. La saison 2026 va être intéressante là-dessus. Donc, le GT3, Oui. il y en aura dans les séries Le Mans Classic Series, donc le GT3 Revival. Il y a aussi une série GT3 qui existe avec MRL, organisateur anglais. Donc, il y aura Motor Racing Legend. Motor Racing Legend. Sean Lynn, le Voilà. papa d'Alex Donc, Lynn. il y aura 2 séries GT3. Ça va être intéressant. Je pense qu'en fin 2026, il va y avoir des pilotes qui vont se dire ok, bah, pour l'année prochaine, il nous faut un Z4 GT3 parce que c'est la caisse qui est la plus efficace. Ou alors ils vont se dire, Oh là là. bah tiens, non, en fait, contre toute attente, c'est telle voiture, j'en ai pas une en tête, une Alpina GT3, qui en fait est la meilleure base pour gagner en historique. Tu vois, exactement comme on en parle souvent. Nous, avec Julien, on prend souvent l'exemple de la Lola T70, qui n'a rien gagné en période en championnat du monde d'endurance, et qui aujourd'hui est une voiture absolument incontournable en historique, quoi. Donc là, il y aura Oui, peut-être une c'est caisse vrai. comme ça qui va émerger, une GT3 qu'on a peu vue aux avant-postes, j'en ai pas comme ça en tête, mais voilà, ça peut peut-être arriver. Ouais. Alors, est-ce que, Julien, ça peut pas être un risque aussi en 2026? Est-ce que c'est une année qui peut s'avérer être charnière? Est-ce que le fait que les pilotes maintenant en classique soient un petit peu comme en moderne, bah voilà, intéressés par les résultats bruts, par le fait d'avoir toutes ces chances, d'avoir la bonne catégorisation, la bonne BOP, etc. Est-ce que ça peut pas être aussi un risque pour les courses historiques, là, non? clairement, Geoffroy a bien présenté les enjeux. Là, avec le GT3, on rentre dans l'inconnu. On est face à quelque chose qu'on n'a jamais eu en historique, c'est-à-dire faire cohabiter des voitures qui ont roulé en période avec une BOP. Donc, jusqu'à présent, c'était pas le cas en historique. Donc, comme vous le disiez, Anthony, jusqu'à maintenant, les voitures historiques, elles sont régies par ce qu'on appelle le PTH, c'est le passeport technique historique, c'est-à-dire qu'une voiture, quand elle se présente sur un week-end de course, avant de commencer à rouler, elle passe à des vérifications techniques. Et là, les commissaires Comme pour vont les courses vérifier modernes. qu'elles soient en conformité avec ce qu'elles étaient à l'époque. Ils ont un bouquin pour chaque voiture et ils vont regarder tous les éléments techniques et il faut que la voiture soit comme elle était à l'époque. C'est-à-dire que si cette voiture a roulé à l'époque avec des freins à disque, pas de problème, elle peut rouler avec des freins à disque de même dimension. Si elle avait des freins à tambour, elle roule avec des freins à tambour. Et on va tout mesurer comme ça pour que tout soit conforme à l'époque. Donc,
Les éléments sont modernes, évidemment, c'est pas les disques de l'époque, on les a changés depuis, mais ils doivent faire les mêmes dimensions. C'est un exemple. Avec les GT3, c'est un petit peu différent puisqu'elles ont roulé. Alors, pour le coup, on n'a pas de problème avec les GT3, avec ce qu'on disait tout à l'heure, les histoires de répliques de fausses voitures, de voitures reconstruites n'existent pas avec les GT3. C'est des coques quand même en carbone qui sont extrêmement compliquées pour le moment à refaire à l'identique, je pense, pour un particulier qui voudrait se refaire une GT3 telle qu'elle existe à l'époque. Honnêtement, je pense que c'est compliqué, donc elles sont toutes. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi qui ont été en circulation, donc ça donne une offre. En revanche, il peut y avoir un marché pour les constructeurs, cela dit. En revanche, voilà, c'est des voitures qui ont un niveau de performance théorique qui est bien supérieur à ce qu'elles donnent sur la piste, c'est-à-dire qu'elles sont limitées par une BOP. Donc la triche, elle peut plus se situer à ce niveau-là, c'est-à-dire que, en gros, débrider un moteur, quoi, et lui modifier la cartographie du moteur pour lui faire délivrer plus de puissance. Oh là là. Ah oui. Donc les organisateurs, ils recrutent. Alors chez Motor Racing Legends, par exemple, qui a été le premier à lancer un plateau de GT3, la première chose qu'ils ont faite, c'est de recruter des commissaires techniques qui ne sont pas les mêmes que ceux qui regardent des MG et des Ford GT40. C'est des gens qui sont bien sûr qui ont travaillé avec SRO à l'époque et qui connaissent ces voitures par cœur. Donc, ils savent déjà analyser la télémétrie quand la voiture rentre au stand et regarder un petit peu ce qui se passe dans la voiture quand elle roule. Et donc, après, c'est là un peu ce qu'on va découvrir en 2026 et quelle va être la philosophie des organisateurs. Est-ce qu'on fait une BOP qui évolue un petit peu à chaque course comme le font certains organisateurs en fonction de qui gagne la précédente, on le pénalise un peu plus à la suivante, ou est-ce qu'à l'inverse, on part sur une BOP qu'on essaie de figer le plus possible pour qu'elle n'évolue plus au fil du temps. On l'ajuste un petit peu au début parce qu'il y a forcément des petits ajustements à faire, mais ensuite on n'y touche plus et on se dit que dans 5 ans, la BOP que l'on a mis en place aujourd'hui, elle est toujours valable. Motor Racing Legends, c'est ce qu'ils essayent de faire eux de leur côté. Ils essayent d'arriver le plus vite possible à une BOP qui ne bouge plus. Parce que ça, c'est bien. Ensuite, l'idée, c'est quelqu'un qui achète sa voiture, il l'achète quand même en connaissance de cause et qu'il n'est pas en permanence à une réadaptation du règlement qui lui fasse. Ok. Enfin, oui, puisqu'il n'y a pas de mise à jour. Cas, c'est sûr. Ouais, contrairement aux courses modernes, il n'y a pas d'évolution pour ces voitures. Voilà, elles sont dans leur jus, elles sont censées avoir la même performance tout le temps. Ok, d'accord, je vois mieux effectivement l'idée. Mais enfin, c'est une usine à gaz. Surtout le truc, c'est que comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont... Oui, il y a des gens qui sont très très fortunés, qui peuvent s'acheter des voitures comme ça à tour de bras, et on en connaît. Mais tu as aussi pas mal de gens, et c'est surtout cela, je pense, que les organisateurs veulent recruter, des gens qui ont bien réussi dans la vie, et qui là se trouvent un budget pour pouvoir se lancer dans la course auto. Et donc si tu te payes une Aston Martin Vantage, clairement, si elle n'est pas performante, ou si tu vois que de toute façon t'es à 10 secondes à chaque fois, t'as pas les moyens la saison d'après de basculer sur un Z4 ou sur... tu vois, en fait, il faut... Ces gens-là, si tu veux déjà, les attirer, 2, les fidéliser dans tes plateaux, il faut quand même leur donner une chance de se battre. Alors, à niveau égal, ce que je veux dire, c'est que si tu te lances dans cette série, moi demain j'arrive en GT3, si je suis à 10 secondes d'Emmanuel Collard ou Diane Magnussen, c'est pas la voiture qui explique le truc, on est d'accord, c'est mon pilotage. Mais par contre, si je me prends un coach pro et qu'il est quasiment en train de se battre avec eux, je me dirais, ok, maintenant c'est à moi de progresser, mais tiens, je vais me donner les moyens de rester plusieurs saisons et d'apprendre, et je vais garder ma voiture. Mais tu vois, il va falloir faire ça, quoi, rapidement, effectivement, ne pas que ça parte dans une course. Mais moi, je sens qu'il y a des voitures où on va identifier qu'il y a un truc, oui. Et puis après... Alors, il y a des trucs aussi qui sont en off, hein, ça se sait pas, enfin, ça se sait, mais ça se dit pas, mais il y a des évos, quoi. Il y a telle pièce, l'embrayage, bon, quand il faudra le refaire, on peut peut-être le mettre dans tel matériau, tel machin, et voilà, ça fait gagner ou un peu de poids, ou un peu de structure, enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Il y a des mini-évos même sur des voitures historiques, quoi. Ouais, mais alors, Julien, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un petit peu aussi à jouer là-dessus, sur ce côté performance, sur ce côté équilibrage, justement, Anthony, et BOP, entre guillemets, un peu l'essence de l'historique, non ? Anthony, c'est clairement le gros problème que traverse l'historique actuellement. C'est que on est dans une extrême professionnalisation de la discipline. Et je le disais tout à l'heure, une voiture, quand elle se présente à un contrôle technique, on vérifie son PTH, donc on sort le cahier et puis on regarde si, avec des photos et des plans d'époque, on regarde si la voiture correspond. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les préparateurs, les propriétaires ont tellement d'argent, investissent tellement pour gagner en course historique, ce qui paraît improbable parce que c'est une médaille au chocolat qui a gagné au bout, mais pourtant, ils le font. Investissent tellement qu'on est capable
de présenter par exemple une boîte de vitesse qui a eu la forme d'une boîte de vitesse de l'époque et puis qui à l'intérieur n'a rien à voir, a des rapports en plus ou des développements en plus. Un embrayage, il peut avoir la forme extérieure d'un embrayage d'époque et puis c'est un triple disque en dessous tout en carbone. Incroyable. Et ça, si on ne le démontre pas, on ne le sait pas. Donc ça, c'est ce à quoi sont confrontés aujourd'hui les organisateurs. Et en fait, ça les dépasse un petit peu parce que Peter Otto essaye vraiment là-dessus, et les autres organisateurs aussi, de limiter au maximum ça en démontant. Des fois, il y a des opérations coup de poing qui sont faites avec des démontages de boîtes de vitesse, d'embrayage et des déclassements de voitures qui ne respectent pas les règles. Et la plupart du temps, à chaque fois qu'il y a une opération coup de poing d'organiser, ils se rendent compte que il y a énormément de triche. Alors, je ne sais pas si c'est de la triche ou de l'optimisation. Non, mais de l'optimisation. Mais on va parler d'optimisation. Mais en tout cas, on est un petit peu, on s'éloigne de la philosophie quand même de l'historique, qui est de faire rouler des voitures anciennes, quoi. On est en train de faire rouler des coques de voitures anciennes, des silhouettes de voitures anciennes avec des éléments modernes en dessous. Et avec Geoffroy, on en a souvent un peu souri cette année en allant en bord de piste. Quand on regarde passer des voitures historiques, des Shelby Cobra ou des Jaguar Type E, quand on regarde leur comportement en piste, il n'y a pas besoin d'être un expert pour voir que ça ressemble plus à une GT moderne qu'à une GT historique. Elles sont extrêmement rigides, mais on voit la rigidité visuellement quand elles passent sur un vibreur, sur les freinages, les transferts de masse, on voit une rigidité extrême du châssis, des réglages de suspension extrêmement durs, et quand on regarde des images d'archives, on voit bien que c'est pas ça qui roulait à l'époque. Donc là-dessus, il y a un gros problème. Alors, je rajoute un dernier truc pour terminer là-dessus, mais une notion que tu vas adorer, Anthony, c'est ce qu'on appelle les voitures Frankenstein, c'est-à-dire tu peux aussi avoir dans l'historique, et c'est totalement légal, tu vas avoir une voiture, je vais pas en citer, mais j'en ai deux en tête, une voiture dont le numéro de châssis, par exemple, existe, elle est 100% authentique, mais elle n'a pas roulé en période. Ok, bon, tu te dis, bah c'est quand même bête. Le propriétaire, il a une voiture qui n'a aucun historique en compétition en époque, bon, bah, c'est dommage pour lui. Du coup, peut-être qu'il l'a acheté moins cher, il y a une petite décote. Et en fait, là, ce qui se passe, il y en a plusieurs, j'en connais, où bah du coup, avec ce numéro de châssis, donc elle n'est pas forcément dans la... Parce que... Ouais, je peux pas donner d'exemple. Mais une voiture qui a une carrière, dont l'année modèle a une carrière sur 4-5 ans, et ben le mec va avoir un numéro de châssis, mais du coup, il va avoir mis le moteur avec les évolutions de telle année. La carrosserie, ça va être la carrosserie qui était vue au Mans une autre année. Donc tu as une voiture qui, en fait, si tu prends les différents éléments, c'est un puzzle. N'a jamais existé dans cette configuration précise en période. Elle a le moteur d'une année, la carrosserie de l'autre, les suspensions d'encore une autre. Tu vois un peu le merdier. Donc, et après, en plus, par là-dessus, tu rajoutes, il va se faire une petite livrée comme à l'époque, quoi. Il va faire une livrée évocation, enfin pas évocation, réplique de telle année des 24 heures du Mans. Sauf qu'en fait, elle n'a jamais roulé en période avec cette livrée non plus. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, mais on est dans toute la spécificité aussi de ces courses historiques qui, de plus en plus, sont populaires, parce que ça, quand même, il faut bien le dire, et pour conclure notre épisode, on peut en parler, mais la popularité fait qu'on va avoir aussi, peut-être des, je vais pas parler de dérives, mais en tout cas, des évolutions qu'il va falloir gérer aussi pour les organisateurs. Ça tombe bien, ils sont de plus en plus nombreux. Des dérives, clairement. Ce sont des dérives, mais comme on en a connu dans le sport moderne, en fait, c'est... une optimisation à l'extrême, une exploitation des règlements à l'extrême, qui, quand on est un spectateur lambda comme nous, n'est pas dérangeante. En fait, voir passer une voiture historique très performante, en fait, c'est plutôt agréable à voir. Même, c'est, à vrai dire, quand on est extérieur, on s'en fout. Ce qui est plus gênant, c'est pour le propriétaire d'une ancienne qui, lui, n'a pas les moyens ou pas la volonté d'investir autant dans sa voiture. Et ben, aujourd'hui, il se retrouve complètement largué parce que sa Shelby Cobra ou sa Jaguar Type E a fait 200 chevaux comme elle en faisait à l'époque, et il se retrouve contre des voitures qui en font 400 parce que dedans, tout a été optimisé. On a des ajustements dans les cylindres qui sont beaucoup plus fins que ce qu'ils étaient à l'époque. On a... voilà, tout est optimisé au maximum. On arrive à tirer le double de la puissance du moteur. Pourtant, tout en respectant le PTH, tout en ayant un moteur qui est conforme à son design d'origine, etc. Bien sûr. Mais tout est tellement optimisé qu'on arrive à augmenter les performances que le propriétaire qui a sa voiture d'époque et qui n'a pas trop envie d'y toucher, du coup, il joue pas dans la même cour, clairement. Après, mais il sera encore là, se passionner, et heureusement, justement, pour faire rouler. Et même s'il n'y a pas de résultat, c'est pas grave. L'important, c'est de se faire plaisir aussi. C'est ce que j'allais dire. Là, on est dans le segment on est un peu plus critique sur ça, mais le trait d'union de tout ça, ça reste quand même, en général, la passion. Il y a des gens qui font des dérives
et qui vont arriver, mais qui se font aussi souvent prendre la main dans le sac, hein. Tu l'as dit Julien, mais Bien sûr. on a vu des cas aussi cette année où dès qu'il y a un truc qui est pas conforme, en fait, bah, ça se sait et on demande de remettre en conformité. Enfin, les dérives sont quand même souvent trouvées. Enfin, les gens qui sont là-dedans sont quand même assez fins, et puis même entre concurrents aussi, tu sais, ça se surveille. Il y a un écosystème quand même qui fonctionne, donc voilà. Mais le trait d'union de tout ça, ça reste quand même l'envie de partager, d'amener sur la piste des belles voitures, quoi. Eh ben, en tout cas, moi, c'était passionnant, je trouve, et on aura d'autres occasions de reparler de classiques, d'historiques dans l'Endurance Club, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui, voilà, on a profité de ta présence, évidemment, Julien, directeur de l'agence Classique Média, pour pouvoir en parler. Je crois qu'on a une vue plus globale de toutes ces courses historiques aussi, et on aura l'occasion de se retrouver sur différentes épreuves à Rétromobile aussi en février évidemment, et c'est pour ça que je vais enchaîner sur C'est quoi ton actu, parce que c'est quand même un numéro spécial, mais c'est un numéro de l'Endurance Club, et donc Geoffroy, on peut pas terminer sans avoir C'est quoi ton actu et la fameuse top question quand même, parce que je l'ai pas évoqué en ouverture et en intro, mais oui, on va avoir la réponse à la top question de la semaine dernière, et on aura évidemment une nouvelle top question. Alors c'est quoi vos actus respectives, messieurs, après avoir parlé longtemps de l'historique? Je commence par toi, Geoffroy. Allez, je suis Bah, pas poli avec moi, notre invité. je me mets en hivernage, moi, j'ai rien de spécial. Oh bah non, Non, mais on a quelle plein de déception. sujets sur lesquels on bosse avec Julien, mais plus en off, tu vois, pas les trucs visibles, etc. C'est ça. La période de négociation, de recherche de clients, de négociation de contrats, etc., quoi. Voilà. Bon, d'accord. Et toi, Julien, alors Ouais, du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu le Tour de Corse historique, on a des épreuves historiques quand même. Est-ce que ça se calme un petit peu en hiver? ouais, j'allais dire la même chose que Geoffroy. Là, mon actu, c'est déjà un peu de repos. On sort juste. Moi, je viens de terminer une saison là pendant laquelle j'étais occupé, un peu comme vous, Anthony, pratiquement tous les week-ends depuis le mois de mai-juin, avec des événements. Tant mieux, hein, les courses historiques, on a une offre de plus en plus large avec des événements quasiment tous les week-ends. Donc là, mon actu, c'est de souffler un petit peu et de préparer la suite. Alors, on travaille donc tous les deux, Geoffroy et moi, dans la communication dans le monde de l'historique. Et c'est pas parce qu'on communique dans le monde de l'historique qu'on doit communiquer à l'ancienne. Donc on se doit de rester au top en permanence, de trouver des idées nouvelles pour alimenter les réseaux sociaux, pour rester dans le coup, hein, tout simplement. Donc on doit benchmarker, un peu voir ce qui se fait en moderne pour l'amener dans l'historique. On doit travailler pour être l'année prochaine toujours aussi performant dans notre façon de communiquer avec les équipes, avec les organisateurs. Ah, je comprends. Effectivement, c'est vrai que c'est important aussi, et c'est pour ça qu'on va générer des synergies encore, hein, évidemment, à l'avenir. Et ça, c'est important, que ce soit pour Goodwood, pour les événements Peter Auto, pour les 2 tours d'horloge, pour le Grand Prix de France historique. Enfin voilà, il y en a plein. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et c'est vrai que là, pour l'instant, de mon côté, pas trop de repos. Bah Donc oui, je vais essayer deux tours de d'horloge voir. alors. Ce qu'on peut faire, bah oui, 2 tours d'horloge, donc je serai au Castellet, j'en profiterai peut-être pour faire quelques entretiens de trajectoire, mais il faut surtout que j'arrive à les monter, ces épisodes de trajectoire, donc voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant. Puis j'ai sorti un nouveau concept là aussi. Le premier épisode d'ailleurs va sortir cette semaine, je crois, ou est peut-être déjà sorti au moment de l'Endurance Club. Ça s'appelle Souvenirs de course, et donc les pilotes, les ingés, les team managers, les skieurs, tout ce que vous voulez, qui sont des clients de trajectoire, vont pouvoir raconter un grand souvenir de leur carrière sur un petit format plus court, puisque on m'a demandé justement de faire des formats plus courts que Trajectoire, aussi pour étoffer un petit peu l'offre. Ok, il va falloir faire plus Voilà. court, Anthony. Je... Non, mais disons que je le comprends. Maintenant, je trouve que le format Trajectoire, où on se remémore d'une carrière comme celle d'Henri Pescarolo ou de Jean Ragnotti, si on l'a fait en 30 minutes, je pense qu'on va rater des petites choses. C'est sûr. Bon alors, Donc voilà. Et puis il y aura des synergies aussi avec Motorhome, évidemment, hein, l'émission que je vais vraiment en 2026 chapeauter complètement. Là, on a fait quelques épisodes donc pour lancer un peu les festivités, moto, auto, sidecar récemment. L'émission va bientôt sortir, ça se passe sur Radio Sport pour l'instant, mais on verra évidemment comment organiser tout ça. Et puis il y a plein de sujets, et notamment historiques, qui pourront être évoqués dans cette émission qui revient sur tout le côté sport méca en règle générale. Donc voilà un petit peu l'actu, nos actus respectives. Bon, est-ce qu'on passerait pas à la allez, top go. question, mon cher Geoffroy? Bon bah je te laisse, vas-y, tu annonces le générique et puis je Ah bah balance oui. la réponse. Allez, 3615 code TF1 pour tout savoir de la top question.
De jouer avec nous au concours. Attention, le concours top position, c'est parti. Oh, il y a de la terre un peu partout sur la piste. Alors du coup, la question de la semaine dernière était de ça. Bah tiens, Julien il va pouvoir y répondre en direct. Ah, très bien. Oula. Quel est le pilote Portugais. Quel est le meilleur résultat d'un pilote portugais aux 24 heures du Mans et qui est-ce? Alors, c'est Réponse tout de Pedro suite. Lamy, Ouais, bien joué. Alors, avec c'est- une Bravo. victoire en 2009 sur Non, Peugeot non, 908. non, ça gagne pas. Non, ça gagne pas. aïe aïe aïe. Oh, Je la crois que sortie t'as de fait la piste. même, Anthony, non? T'as dit qu'il avait gagné. Ah bon Ouais, je crois. Non, ça gagne pas. Ah mince. Ah non, ça gagne pas. Il a Donc, pas gagné. Il fait deuxième. Il a en fait quelle année 2 fois Il fait deuxième, 2 fois. en 2007 et 2011. Ouais. Ah, j'avais dit qu'il avait gagné. Mince. Alors si, je me rattrape parce qu'il a quand même gagné un titre, notamment en WEC avec Aston Ah, Martin en d'accord. 2017. Et il a été vainqueur en GTE AM en 2012 avec la Corvette de l'équipe Larbe. Mais nous, notre point de vue, c'était de dire quel était le meilleur pilote portugais, le mieux placé en tout cas. En fait, quand t'as dit quel est le meilleur pilote portugais, j'ai failli dire Pedro Lamy tout de suite, quoi. Mais sans savoir de quelle discipline on parlait, parce que Non, mais à c'est vrai vrai. dire, Mais je suis pas sûr cela d'en connaître dit, beaucoup d'autres. Mais... Si, alors, moi, ça m'a occupé un petit moment et on refera d'autres questions sur les pilotes portugais parce que je peux vous dire qu'il y en a eu. Il a 20 départs en tout au compteur, Pedro Lamy, ancien pilote de Formule 1 évidemment, champion FIA GT en 98, 3 fois champion des Le Mans Series quand même, faut bien le préciser. Et c'est lui le meilleur pilote portugais. Et donc on a eu des bonnes réponses puisque Cédric Templet nous a évoqué donc 3 podiums dont 2 avec Peugeot, une victoire de classe comme je viens de l'évoquer et ses 20 participations. On a également Panos 81 qui a évoqué Pedro Lamy, Pierre-Louis également qui s'était un petit peu perdu dans ses calculs de départ la semaine dernière sur les pilotes femmes en IMSA mais qui là cette fois-ci a bien trouvé Pedro Lamy qui a fini deuxième en 2007 et 2011 avec ses 20 participations. Et on nous a cité d'autres pilotes portugais qui ont gagné eux aussi mais en catégorie. On pense à Antonio Félix da Costa et Felipe Albuquerque, en effet tous deux vainqueurs en LMP2. On rappelle, Anthony, Donc, que voilà. tu es le président honoraire du fan club de Thiago Montero en tout cas. Exactement, effectivement, Thiago Montero qui a roulé à plusieurs reprises aux 24 heures du Mans. Ça fait partie de ces 23 pilotes portugais dans l'histoire de la course. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai eu quelques belles surprises en voyant tous ces pilotes portugais justement engagés et je pense qu'on aura des top questions qui vont tourner autour de ça. Geoffroy, j'en ai préparé quelques-uns. J'ai des idées de questions. Je peux vous dire que ça y est, mon cerveau a été en ébullition grâce à cette question sur les pilotes portugais. Bon, question de la semaine, on fait un lien du coup avec le moderne et l'historique. Top question de la semaine. Ouais, quel événement, je sais pas comment la tourner. Ouais, quel événement, Attention, il va y avoir des plaintes. Ouais, bah oui, celle-ci elle est un peu tordue. Mais au 24 heures du Mans 2026, quel anniversaire on va fêter? Quels anniversaires on va fêter? Qu'est-ce avec qui a DS. pu se passer en Mais je pense, attention, en 2016, soyons 2006, précis. 96, 86, enfin voilà. Soyons précis, attention, anniversaire de victoire, parce que sinon il y a oui. trop d'anniversaires, c'est pas possible. Quels sont les anniversaires de victoire? Il y a des victoires qui ont été marquantes dans les années se terminant par 6, et en 2026, donc on fêtera ces victoires Donc il anniversaires. faut pas juste nous citer les vainqueurs des années en 6, il faut juste nous dire en quoi c'est des victoires marquantes. Marquantes. Exactement. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, généralement ce sont des premières. Exactement. Faut bien le dire. Voilà. Bon, ça va, On en a quelques-unes en tête. Peut-être vous allez nous surprendre aussi. Ouais, Moi, j'ai l'impression que tu suis un peu ma tendance, Geoffroy. Hein. Là, la top question, elle est un petit peu tirée par les cheveux. Un peu flou. Bon, mais c'est fait exprès, comme ça vous communiquez, vous pouvez donc nous répondre évidemment en commentaire sur YouTube. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires, hein. Kiki est toujours là, Tango Alpha bien évidemment, Vincent Kirato, Stéphane, Cédric, voilà, vous êtes des passionnés, des fidèles parmi les fidèles et on en est ravis justement. Ypsilon aussi, hein, qui est assez pointu sur ses réponses, donc voilà, ça nous fait plaisir. Alors on sait que la semaine dernière, vous n'avez pas assez parlé de l'Endurance Club auprès de vos fans et de vos amis, parce que vos fans, n'importe quoi, auprès de vos amis et de vos proches, parce que voilà, on a bien vu que vous étiez un peu timide la semaine dernière en termes d'audience, mais on compte sur votre fidélité justement et on est content de voir que quand même l'Endurance Club plaît, Geoffroy, hein, faut bien le dire. Oui, non, mais ça marche bien, on va mettre en boîte certains épisodes un peu plus d'historique là pour la période hivernale, et puis voilà. Oui. Exactement, on va se rappeler au bon souvenir, n'est-ce pas, Julien Ergaud? On espère vous retrouver, mon cher, avec nous. Ah, moi, je suis votre homme. Hein. Si vous avez des événements historiques,
Je serais ravi d'y participer, évidemment. Bon, ben parfait. On sait qu'on a un rendez-vous à Rétromobile, mais avant, il y aura des obligations, j'allais dire, des façons de revenir justement sur des épreuves qui ont été marquantes ou sur des véhicules qui ont justement marqué l'histoire. Nous, la semaine prochaine, Geoffroy, on fera un petit preview WEC Bahreïn, donc on va voir Ouais. quel jour on vous fait ça, mais on va présenter la grande finale du championnat du monde d'endurance de la FIA, évidemment, les 8 heures de Bahreïn, que je vous ai déjà évoqué, mais j'aurai l'occasion de commenter sur Eurosport. Donc voilà, pour une fois que je le fais, je le dis, comme Fuji, je serai au micro avec Gilles Della notamment et Nathanaël Berton. Donc voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir se retrouver et de faire ce type de commentaires. Voilà, messieurs, bah, merci beaucoup. En tout cas, Ben c'était oui. un plaisir de revenir un peu sur l'histoire des courses classiques et des courses historiques. Bah, plaisir partagé. Plaisir partagé. Julien, Merci à c'est tous les bon? deux. Ça a plu. Bon, alors parfait. Eh ben, merci beaucoup à vous toutes et tous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du championnat du monde d'endurance avec donc la grande finale de cette saison 2025 qui verra un duel entre Mhm. Ferrari et Porsche peut-être pour aller chercher le titre constructeur. Au niveau des pilotes, normalement, ça devrait être des pilotes Ferrari qui s'imposent. Donc voilà, il n'y aura pas trop de suspense à ce niveau-là. Mais au niveau des constructeurs, est-ce que Porsche, avec sa Le jubilé de fameuse numéro Porsche, ouais. 6, eh ben oui, pourrait effectivement s'illustrer parce que là on va avoir Laurie Heinrich qui va Ah oui, rouler c'est vrai. chez Porsche, donc qui fait ses débuts. On expliquera tout évidemment dans la preview. On aura un pilote Peugeot nouveau et puis un pilote qui est remplacé mais qui finalement sera dans l'équipe. Enfin bon bref, il y a eu du changement, il y a eu du mercato. On parle de Stoffel Van Dorn évidemment, on l'annonçait chez Genesis, finalement il restera chez Peugeot et c'est Jean-Éric Vergne qui fera une saison qui ne sera pas complète. Bref, le micmac sera démêlé, mesdames et messieurs, la semaine prochaine avec Geoffroy. Merci, merci encore. Et puis, bah, vous le savez, hein, évidemment, pour faire partie du club, de cet Endurance Club, vous connaissez l'adresse. C'est toutes les semaines sur la chaîne YouTube, sur les plateformes. N'hésitez pas à booster, à réagir, à commenter, à mettre des pouces bleus, à mettre des étoiles. Bref, vous avez tout ce qu'il faut comme outil pour nous soutenir, nous faire encore mieux connaître dans ce paddock de l'endurance et auprès des fans de l'endurance. Merci à vous tous les deux, messieurs, et merci à vous toutes et tous, et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci à tous. Au revoir.